1, 2, on teste le micro. Bonjour, bonsoir, on s'en fout, on est sur Internet. C'est Kevin pour les Ludovores et le 22e épisode du menu crowdfunding qui sera, je l'espère, beaucoup plus court que le précédent. 21e épisode où on a duré 2h15. C'était le nouveau record, record malheureux de la chaîne. J'espère cette semaine pouvoir repartir sur plutôt 1h30, 1h40. La semaine est un peu plus légère, donc ça devrait pouvoir me le permettre en tout cas. Sur ce, on passe directement au petit point sur l'évolution de la chaîne, que voici donc. On était 314 abonnés la semaine dernière, 330 presque cette semaine, donc plus 15, plus 16 depuis la semaine dernière, ce qui est un chiffre relativement mince comparé à certaines semaines un peu plus joyeuses de ce point de vue-là, mais on reste sur un rythme de croisière acceptable. J'espère encore, j'ai encore bon espoir de pouvoir atteindre 500 abonnés d'ici la fin de l'année, on verra bien. En tout cas, la semaine dernière, le menu crowdfunding a fait un très beau résultat. On est déjà à 467 vues en 4 jours seulement. Donc très proche de battre les 475, 472 qu'on a vus il y a 2-3 semaines. Et j'ai bon espoir que le menu crowdfunding du 2 octobre dernier franchisse les 500 vues pour la première fois de l'histoire du menu crowdfunding. Donc tout se passe plutôt bien. Voilà, rien de plus à ajouter pour le moment sur la chaîne. On passe désormais donc aux 4 parties que vous connaissez désormais assez bien, à savoir les projets annulés, le suivi des projets déjà présentés les semaines précédentes, puis enfin une double partie sur les nouveaux projets, avec d'abord les mentions honorables, puis les gros projets vraiment intéressants cette semaine. Les projets annulés sont au nombre de 2 cette semaine. Aucun des deux n'a été présenté jusqu'à présent pour la simple et bonne raison qu'ils viennent de sortir cette semaine et qu'ils ont été annulés dans la foulée. On les retrouvera certainement dans les mois ou semaines à venir. Electric Empires reviendra au premier trimestre 2022 et Meridian Empire in Space, qui était déjà à 105 contributeurs, mine de rien, qui était à un tiers environ du financement, a annulé également et reviendra dans les mois ou semaines à venir. Je ne sais pas trop, je n'ai pas vérifié, j'avoue. Voilà, ce sont les 2 seuls projets annulés cette semaine. On passe désormais au suivi des projets. Présenté il y a 2 semaines de ça, Myth and Gold était donc un jeu de football américain dans un univers de fantasy dans lequel vous pourrez contrôler non seulement des humains, mais également des elfes, des nains, des gnomes, mais également des lézards, et puis une nouvelle équipe qui va certainement se former, à savoir les rats, en fait, qui ont été débloqués via des stretch goals que l'on va voir tout de suite. Voilà, donc au fur et à mesure, on avait ajouté tout un tas de free agents, donc d'agents libres, qui étaient tous des reptiliens, et qui donc finissent par être suffisamment nombreux pour former une équipe à part entière. Et là, on part sur le même type de, comment dire, de stress goal avec des agents libres parmi la race des Ratmen, donc des rats-hommes, des hommes rats plutôt. Et donc là encore, on part avec quelques personnages libres, seuls comme ça, mais j'imagine qu'à terme, on va atteindre certainement une 6e équipe de base, hein. Donc bon, c'est encore une fois des stretch goals qui ne sont pas vraiment, j'imagine qu'il y avait déjà suffisamment, enfin les 6 équipes prévues à l'origine, mais qu'ils voulaient assurer un financement relativement solide pour pouvoir en proposer 2 de plus par rapport aux 4 de base. Bon, ça se tient. Donc voilà, pour ce qui est de Myth and Gold, il reste 3 jours, donc c'est la dernière fois que vous verrez le jeu sur le menu crowdfunding, 1410 contributeurs. Petit détour du côté de Game on Tabletop. Décidément, je suis un peu fâché avec Game on Tabletop. Je l'avais encore oublié la semaine dernière. J'ai pourtant rien contre le site, mais en fait, dès qu'il s'agit de jeux précédemment édités sur Kickstarter, mais qui ont ensuite une campagne en français, un francophone, via Game on Tabletop, j'ai tendance à les oublier assez facilement. Donc, merci pour le rappel la semaine dernière. Sleeping Gods, donc l'un des plus gros succès, si ce n'est d'ailleurs le plus gros succès de Ryan Locat, à qui on doit plusieurs jeux dans le même univers. Sleeping Gods a désormais sa version française grâce au sempiternel Lucky Duck Games, à qui on doit beaucoup de versions françaises. Prochainement d'ailleurs, la sortie ou du moins l'arrivée de la version française de Dice Throne, qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc bravo encore au canard de Lucky Duck Games pour leur travail vraiment énorme. Et donc, Ryan Locat, on revient dessus, hein, pour Sleeping Gods, donc certainement son jeu le plus apprécié, son plus ambitieux également, qui compte déjà 992 souscripteurs français francophones, ce qui est assez énorme, puisqu'on est déjà à 130 000 € environ pour une campagne exclusivement en français. C'est quand même assez énorme.
Comme d'habitude, pour les campagnes de Lucky Duck Games pour des versions francophones, l'ensemble de la campagne est en français, donc je vous laisserai tranquillement aller regarder un petit peu de quoi il s'agit, surtout qu'en plus, théoriquement, c'est plus un suivi de projet qu'une présentation, puisque le jeu est presque déjà à la fin de sa campagne. Il reste seulement 3 jours, mais je pense que si vous vous intéressez un petit peu de près ou de loin aux jeux de société depuis quelques temps, vous connaîtrez au moins le nom de Ryan Laukat, et certainement, si vous connaissez son nom, vous connaîtrez aussi le nom de ce jeu, Sleeping Gods, qui est particulièrement attendu par les joueurs francophones, un jeu avec une excellente réputation. J'ai très hâte moi-même de l'essayer. Je ne sais pas quand j'aurai l'opportunité de le faire, mais en tout cas, on a face à un jeu toujours aussi beau, comme c'est toujours le cas avec les jeux de Ryan Laukat, dont il est auteur, mais également illustrateur. Un univers vraiment unique. Vous pourrez en apprendre un peu plus sur ce jeu spécifiquement grâce à la vidéo ici de l'école du jeu avec JP qui vous explique un petit peu les ressorts de ce jeu qui est vraiment très très apprécié par les joueurs en règle générale. Il faut dire qu'en plus d'être mécaniquement très intéressant, il a vraiment une DA unique et vraiment immersive. Donc voilà, vous laisse découvrir un petit peu la campagne en français pour vous faire une idée. Il vous reste très très peu de temps. Quand la vidéo sera en ligne, il vous restera 2 jours a priori. Donc dépêchez-vous si vous voulez en être. On continue avec Recast, 145 contributeurs la semaine dernière, 163 cette semaine pour ce jeu présenté il y a 3 semaines de ça. Si vous voulez avoir plus de détails sur le gameplay, allez voir la vidéo d'il y a 3 semaines. Le jeu n'est pas encore financé tout à fait, mais à 6 jours de la fin, on entre dans la dernière ligne droite de la campagne. Généralement, les 2-3 derniers jours sont la période où on gagne le plus de contributeurs, après les 2 ou 3 premiers jours également. Donc ça devrait pouvoir financer quand même, je pense, pour ce petit jeu d'ambiance dans lequel on va choisir un casting pour faire un remake de film classique, mais un casting un petit peu déjanté qu'on va devoir ensuite défendre en argumentant. Pas très très fan de ce genre de mécanisme, mais je sais que ça pourrait en attirer plus d'un malgré tout. Attention, ceci dit, pas de version française. Présenté la semaine dernière, Yola Yola Penguin Mini était à 460 contributeurs, 567 cette semaine, donc plus 100 à 6 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu d'ambiance familiale où on va entasser des icebergs les uns sur les autres, faire une pyramide d'icebergs sur lesquels on va aussi déposer des petits morceaux de glace et également des petits meeples de pingouins tout mignons, en essayant de ne pas faire tomber la tour, bien évidemment, et de se défausser de toutes ses cartes avant les autres. Voilà pour Yola Yola Penguin, présenté la semaine dernière. On continue avec Tales of the Arabian Nights, ou en français, Les Contes des Mille et Une Tuiles, qui nous vient de... tiens, j'ai perdu le mot. De Holy Grail Games, c'est affiché en plus. La compagnie donc franco-anglaise ou anglo-française, selon. Ce sont des Anglais qui vivent en France, avec une direction artistique très léchée, mais un gameplay qui n'attire pas forcément les foules. La preuve en est qu'on était 602 backers la semaine dernière, 604 cette semaine, donc une évolution assez maigrichonne. Je pense que du côté de chez Holy Grail Games, on va certainement être assez déçus, puisqu'on avait même prévu une sorte de early bird pour les 1000 premiers backers qui pourraient bénéficier donc d'upgrade de matériel, mais on n'a même pas ces 1000 premiers backers pour l'instant, donc assez grosse déception, je pense, à 6 jours de la fin de la campagne. Mais il faut dire que si la première partie du gameplay me semble intéressante, la seconde qui demande aux joueurs d'aller narrer, d'aller compter leurs aventures, c'est pas un truc qui moi m'attire beaucoup, et je sais que c'est le cas de beaucoup de joueurs. De devoir narrer un petit peu son aventure, c'est pas forcément quelque chose qui attire beaucoup de gens, je pense. Donc voilà, il reste une semaine pour Tales of the Arabian Nights, qui, ceci dit, est déjà financé. Présenté il y a 3 semaines, One Deck Galaxy est le descendant direct de One Deck Dungeon. Il était la semaine dernière à 3500 contributeurs, 3850 désormais à une semaine de la fin de la campagne. Il s'agit là d'un descendant direct de One Deck Dungeon, mais qui vient apporter également quelques nouveautés en termes de mécanismes et de gameplay, et en plus de ça, qui vient nous placer cette fois-ci dans un univers de SF. La semaine dernière, on avait débloqué quelques stretch goals, on était parvenu juste avant, justement ici, ce Galactic Goals qui a désormais été franchi. Ce sont donc de nouveaux scénarios, ou scénarii, selon la façon dont vous voulez le dire, qui viennent complexifier un peu le jeu une fois que vous aurez réussi à marcher dessus, parce qu'il sera trop facile. Ce dont je doute quand même, pour être tout à fait honnête, One Deck Dungeon était particulièrement difficile quand même. Je pense que ce sera la même chose pour One Deck Galaxy, donc ces scénarios de challenge devrait être assez ardu, j'imagine. Donc voilà pour One Deck Galaxy, 3856 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne.
Plus 60 contributeurs pour Quests and Cannons, présenté il y a 2 semaines. Petit jeu créé par un couple américain. L'un étant donc le mari, un gros joueur, et sa femme plus débutante dans le milieu, disons, qui ont décidé de créer un jeu ensemble pour pouvoir jouer ensemble à un jeu à mi-chemin. 650 contributeurs donc à 8 jours de la fin de la campagne pour Quests and Cannons. Donc, avec un joli petit historique derrière ce jeu, derrière ce projet. Là encore, présenté il y a 3 semaines, Three Tell entame sa dernière semaine, un peu plus, de campagne. On était à 475 contributeurs, plus 20 pour atteindre 495 cette semaine, à 8 jours de la fin de la campagne, pour ce jeu qui, moi, me semble toujours aussi intéressant en termes de gameplay et toujours aussi ravissant en termes de matériel et de direction artistique, mais qui a toujours autant de mal à trouver ses contributeurs pour la simple et bonne raison que le décompte de joueurs est assez particulier, de 1 à 3 joueurs, mais dans tous les cas, vous devrez jouer 3 héros. Donc si vous êtes à 2, ce sera 1 héros pour l'un, 2 héros pour le deuxième joueur. Donc c'est un petit peu bâtard de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on peut comprendre aussi pourquoi les backers ne sont pas rués dessus, mais ça reste un projet intéressant malgré tout, je trouve. 495 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne pour Three Tell. Voilà le monstre de la semaine dernière, le nouveau jeu de chez Mindclash Games, à qui on doit notamment Anachrony ou encore Trickerion. 6700 contributeurs la semaine dernière, 7880 contributeurs pour Voidfall, à 10 jours de la fin de la campagne, version française Cocorico. Et au-delà de ça, malgré le prix exorbitant du jeu, ou même de sa version Deluxe, visiblement ça n'a pas freiné les backers. Faut dire que Mindclash est très très bon pour attirer le chaland. Pour ce gros 4X avec 50 pages de règles, tenez-le vous pour dit. Mais le jeu est donc largement financé. On a même quelques stretch goals qu'on va voir un petit peu rapidement. On a les stretch goals qui se présentent un petit peu sous la forme de chapitres pour chacune des maisons qui viennent composer le jeu. On n'a pas encore atteint ce dernier stretch goal ici, même les 2 derniers ici, mais pour chaque maison, entre guillemets, on a donc de nouvelles tuiles, de nouvelles cartes, et puis quelques upgrades également. Et puis donc, on va très prochainement débloquer des miniatures de corvettes corrompues qui viendront remplacer les tokens qui s'y référaient jusqu'à présent. Voilà donc pour Voidfall, qui est à quelques encablures du million d'euros. Donc même si le prix est élevé, visiblement ça ne les aura pas freinés dans leur course, et tant mieux pour eux. 7884 contributeurs déjà. Encore 10 jours, on va largement franchir les 10 000 contributeurs, je pense, et le million sera largement franchi. On ira peut-être aller tâtonner vers 1,5 million, 1,7 million, j'imagine. Donc voilà pour Voidfall. Présenté la semaine dernière, tout comme Voidfall, New York City et Marrakech sont donc les numéros 3 et 4 de la série City de Stefan Feld, le célèbre auteur allemand. On était à 690 contributeurs la première semaine, 852 désormais à 10 jours de la fin de la campagne. Énorme succès pour Keep the Heroes Out, 3620 la semaine dernière, 4710 cette semaine à 10 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu présenté la semaine dernière, petit jeu qui n'en est pas vraiment un, qui est en fait le nouveau projet de Louis Brouet, à qui on doit la réception très récente de Night Parade of 100 Yokai notamment, avec toujours la même patte en termes de direction artistique vraiment charmante, vraiment attrayante, très abordable, très familial dans l'atmosphère, même si le gameplay est un petit peu plus exigeant que ce que ne peut le laisser penser la direction artistique. Voilà, donc mécanisme solide, gameplay relativement rapide, 45 minutes, meeple adorable, direction artistique vraiment soignée, c'est vraiment très attirant, je pense. Après avoir fait une première partie de Night Parade avec Xavier lundi dernier, je suis encore plus intéressé par le jeu, même si je trouve qu'il est encore un petit peu cher selon moi, surtout si on prend l'extension qui rajoute encore du gameplay qui permet de jouer à 1 contre tous. Mais ça reste un projet vraiment super intéressant, qui a en plus de ça des stretch goals assez sympas, puisqu'il s'agit en fait de social goals. En fait, chaque jour, il y aura des petits challenges qui viennent un peu engager, impliquer les backers. Hein, par exemple, 20 partages sur Facebook ou 20 commentaires, etc., pour pouvoir débloquer au fur et à mesure de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, etc. On a notamment de nouvelles factions avec ici les lézards, mais également donc plein de nouvelles cartes, et aussi la nouvelle faction des fantômes, des poltergeists, pour effrayer les héros. Donc voilà pour ce qui est de Keep the Heroes Out, avec un thème assez sympa, assez original. On devra repousser les héros de notre donjon, nous, monstres. Et puis donc vraiment, ça satisfait beaucoup de gens, visiblement, puisque 4710 contributeurs déjà à 10 jours de la fin de la campagne.
Présenté il y a 2 semaines, The Light in the Mist est également une belle surprise. 2050 contributeurs la semaine dernière, 2670 cette semaine à 11 jours de la fin de la campagne. Pour ce jeu assez atypique, ne serait-ce que visuellement parlant, mais également en termes de gameplay, puisqu'il s'agit en fait d'un jeu de tarot qui va vous permettre de trouver des indices au sein des cartes et vous proposer également tout un pan narratif avec des choix qui vous mèneront vers différents pans de scénario. Assez intéressant de ce point de vue-là, assez intriguant, assez unique. Pas suffisamment pour moi m'intéresser personnellement, mais au moins il a le mérite d'être intriguant. Et visiblement, ça marche. 2670 contributeurs déjà à 11 jours de la fin de la campagne. Présenté la semaine dernière, Hyper Wars était à 60 contributeurs, 86 cette semaine, donc légère évolution, mais loin d'être suffisante. On est à peu près, même pas la moitié, hein, 2/5 du seuil de financement pour ce petit jeu de 10 à 15 minutes dans une ambiance cyberpunk, avec de contrôle de territoire. Vous pourrez aller voir la vidéo de la semaine dernière pour en apprendre un peu plus, mais ce jeu ne devrait pas financer, je pense. Également présenté la semaine dernière, Lost Empires, qui était à 380 contributeurs la semaine dernière, 460 cette semaine, à 12 jours de la fin de la campagne pour ce jeu en français, puisqu'il nous vient de Colossal Games, qui a plus ou moins toujours des versions en français, et qui vous propose de prendre un jeu de base ou le jeu de base plus son extension, qui vous permettra de passer de 2 joueurs à 4 joueurs maximal, mais également qui vous fournira un solo, un jeu relativement abordable en termes de prix, qui a l'air assez sympa, qui a une direction artistique assez soignée également. Quelques petits stretch goals, pour l'instant pas fou, hein. 12 cartes d'installation, 12 cartes de modification, et pour l'instant c'est tout. On en aura un petit peu plus bientôt avec le Power Relay, le Operations Hub, etc. Reste que pour l'instant, en tout cas depuis quelques mois même, hein, depuis même peut-être 1 ou 2 ans, Colossal Games a du mal à faire des gros scores, même si le jeu a l'air relativement sympa. Ça attire pas vraiment des grosses masses, on va dire, hein. 460, c'est une semi-déception, j'ai l'impression. Donc voilà pour Lost Empires, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'ils pourront quand même peut-être dépasser les 1000, mais c'est pas garanti, hein, on verra bien. 1560 la semaine dernière, 1790 cette semaine pour The Stuff of Legend, présenté il y a 2 semaines. Joli petit score pour un projet avec une allure vraiment intrigante, un joli petit jeu, mais qui se base sur une licence américaine, une nouvelle illustrée qui, dans nos contrées, est parfaitement inconnue, et du coup, ça fait pas non plus un score énormissime, mais il reste encore près de 2 semaines. Le jeu devrait dépasser facilement les 2000, voire peut-être les 2500 contributeurs. Par les stretch goals, cette semaine, on en était à, ouais, c'est ça, on était au Fillmore la semaine dernière. Donc j'avais dit qu'il devait certainement pouvoir avoir sa miniature, comme c'était déjà le cas par exemple de Monty qui avait d'abord débloqué son personnage, puis de stretch goal après sa miniature. Même modèle pour Fillmore, débloqué, ensuite un nouvel ennemi, et ensuite la miniature de Fillmore. Donc un nouveau personnage jouable. Donc on verra les prochains stretch goals à venir. Il reste à peu près 2 semaines pour vous y intéresser. Également présenté il y a 2 semaines, Cranky Chinchillas a dépassé les 1000 contributeurs. On était à 980 la semaine dernière, plus 100 pour faire 1086 contributeurs à près de 2 semaines de la fin de la campagne, avec ces chinchillas tout mignons, bien qu'un peu bougons, dans un petit jeu d'ambiance avec comment dirais-je, des alliances et des trahisons dans tous les sens. Très belle évolution également pour Beware of Bears, 1200 contributeurs environ la semaine dernière, plus 470 pour atteindre 1671 contributeurs à 13 jours de la fin de la campagne. Lui qui avait été présenté il y a 3 semaines, il lui reste encore 2 semaines. Donc une campagne de 5 semaines, c'est quand même assez rare sur Kickstarter, et visiblement ça lui réussit bien en tout cas, dans le cas de Beware of Bears, qui moi m'intrigue vraiment pas du tout, ne m'intéresse pas du tout, mais bon, visiblement il trouve son public. Allez voir la vidéo d'il y a 3 semaines pour en apprendre un petit peu plus éventuellement. On continue avec une autre surprise d'ailleurs, un Critical Care, jeu conçu par un docteur d'ailleurs en partie, et qui était à 900 contributeurs la semaine dernière lors de la semaine de sa présentation, et désormais 1100 contributeurs, donc visiblement ça attire quand même pas mal les gens de pouvoir incarner éventuellement des docteurs dans un hôpital. Je ne pensais pas que ça atteindrait 1100 contributeurs, en tout cas pas aussi rapidement, à 2 semaines de la fin de la campagne, qui plus est avec une direction artistique relativement banale, pas spécialement très attirante, mais visiblement, ça séduit beaucoup de gens, peut-être grâce à la thématique, allez savoir. Pour ce qui est des stretch goals, on a débloqué un petit sac pour les tokens, de nouveaux malades qui vont
être dévoilés prochainement. Pour l'instant, on sait qu'ils vont être ajoutés, mais on n'a pas encore l'illustration ni les différentes particularités de ces personnages. Un petit stretch goal mystérieux, des upgrades de tokens, etc. Bon, pour l'instant, rien de formidable, mais un joli petit succès pour Critical Care malgré tout. À 2 semaines de la fin de la campagne, 1100 contributeurs. Présenté la semaine dernière, The Vandermist Dossier était à 390 contributeurs, et en une semaine, on est arrivé à près de 550 contributeurs à 18 jours de la fin de la campagne pour ce jeu d'enquête avec un matériel vraiment sympa, vraiment immersif, j'ai l'impression. Par contre, attention pour ceux d'entre vous qui voudraient aller voir la vidéo de la semaine dernière pour avoir plus de détails concernant le gameplay, j'avais fait une petite erreur, notamment au niveau du pledge de base. Je parlais de 12 €, mais 12 €, ce sont exclusivement les cartes postales du jeu. Le jeu, lui, coûte 41 € dans sa version de base, ce qui le rend beaucoup moins intéressant, parce qu'en fait, je pensais que pour un one-shot avec 2 ou 3 heures de durée de vie, 12 €, c'était vraiment sympa, mais finalement, 41 €, c'est beaucoup moins intéressant pour un jeu en one-shot de 2 à 3 heures, même si le matériel est vraiment très sympa et immersif. Donc voilà, désolé pour cette petite erreur de la semaine dernière, en tout cas, visiblement, ça a quand même convaincu près de 550 contributeurs. Lui aussi présenté la semaine dernière, Dungeons of Dragmar était à 775 contributeurs, désormais 931 contributeurs à 19 jours de la fin de la campagne, pour ce jeu disponible en français qui vous propose une expérience de dungeon crawler un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, avec en plus de ça une direction artistique vraiment sympa, un petit peu à l'ancienne mais dans le bon sens du terme, qui moi m'a plutôt séduit. Allez voir la vidéo de la semaine dernière pour en apprendre un petit peu plus sur le gameplay et sur le pourquoi de cette originalité selon moi. Pour les stretch goals, on a débloqué quelques petits trucs par-ci par-là. La semaine dernière, on en était à peu près ici. Donc on a débloqué quelques exclusivités en termes de cartes de malédiction, quelques petites upgrades de composants en termes de qualité de composants, des livrets polyglottes avec plusieurs langues dans le livret de règles, et puis on commence à s'orienter vers un peu plus d'exclusivité Kickstarter dans les prochains stretch goals, à savoir l'Inquisiteur qui a déjà été débloqué, donc un nouvel héros, et puis, nouveau héros plutôt, et puis une seconde extension qui devrait arriver incessamment sous peu aux 33 000 $, et qui s'intitulera The Undead Crusade, donc la croisade des morts-vivants. On verra bien ce que ça donne la semaine prochaine une fois que ce sera débloqué, mais en tout cas, un joli projet selon moi. Dungeons of Dragmar, il reste 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne sur la star d'il y a 3 semaines. Dans la vidéo d'il y a 3 semaines, j'avais présenté Verdant, qui était à 6910 la semaine dernière, et qui a désormais 7830 contributeurs au compteur, donc très très beau résultat. Je pense qu'ils ont même peut-être dépassé les scores de Calico et Cascadia, puisqu'il s'agit du même éditeur, hein, Flat Out Games, qui continue vraiment sur sa lignée de succès, avec des jeux vraiment très abordables en termes de prix, mais avec un gameplay, mine de rien, très intéressant, et une direction artistique vraiment soignée. Donc vraiment, Flat Out Games, il faudra compter sur eux à l'avenir. Donc voilà pour Verdant, pas de gros stretch goals cette semaine, donc je zappe. Mais vous ne devriez pas zapper, vous, cette campagne, même si, à mon avis, il faudrait quand même mieux attendre la sortie en magasin, parce que vous ne paierez pas les frais de port, et que le jeu sera plus ou moins au même prix. Un peu plus cher peut-être, mais à peu près la même chose. Donc voilà pour Verdant, 20 jours encore, 7830 contributeurs. Présenté la semaine dernière, Snapshot était à 165 contributeurs, désormais 216 à 20 jours de la fin de la campagne. Il s'agit d'un petit jeu où vous allez prendre en photo des petits animaux sauvages dans leur habitat individuel, relativement abordable, mais comme je le disais la semaine dernière, seulement 36 cartes uniques d'animaux. En termes de rejouabilité, je me pose un petit peu des questions, mais ceci dit, ça peut être assez sympa. Le jeu est financé quoi qu'il arrive, donc à vous de voir. Il reste 20 jours, 216 contributeurs. 940 contributeurs la semaine dernière, où je l'avais présenté, 1167 semaines pour Drop Drive à 20 jours de la fin de la campagne. Drop Drive qui est le descendant direct de Dungeon Drop, mais qui visiblement attire beaucoup moins les foules. Dungeon Drop avait fait un énorme succès sur ce concept vraiment unique qui est de créer un donjon en renversant le contenu d'une boîte sur une table, sur un tapis, sur le sol, au choix. Et j'imagine qu'il n'a pas suffisamment convaincu pour attirer suffisamment de contributeurs sur Drop Drive, même si le jeu est financé. Je pense qu'on en attendait beaucoup mieux. Pourtant, Drop Drive ajoute certaines nouveautés en termes de gameplay qui ne sont pas inintéressantes comparativement à Dungeon Drop, mais le premier jeu n'a pas peut-être suffisamment convaincu. À voir. Allez voir la vidéo de la semaine dernière si vous en voulez un petit peu plus en termes d'informations sur le gameplay.
Pas de gros stretch goals pour l'instant, quelques nouvelles cartes par-ci par-là, mais rien de très intéressant. Donc on ne va pas se pencher trop sur ce sujet. Donc encore près de 3 semaines pour Drop Drive, 1163 contributeurs. On enchaîne sur Reap, présenté la semaine dernière, 445 contributeurs qui se sont mués en 520 contributeurs à 20 jours de la fin de la campagne, pour ce petit jeu d'ambiance dans lequel vous allez incarner la mort, ou en tout cas différentes faucheuses autour de la table, et qui allez chercher à comment dirais-je, recueillir différentes âmes après les avoir fauchées, bien évidemment, avec, comme vous pouvez le voir, un paravent pour cacher vos ressources, un système de paris également. Donc, bon, ça a trouvé son public, 520 contributeurs, mine de rien, à 20 jours de la fin de la campagne. Également présenté la semaine dernière, Beast est en train de faire un très joli résultat pour un reboot qui plus est. On était à 2645 la semaine dernière, 3964 cette semaine, à 20 jours de la fin de la campagne pour ce jeu de 1 contre tous, où l'un des joueurs va incarner une bête mystique et les autres vont incarner différents chasseurs qui viennent coloniser un nouveau territoire, mais la bête aura pour mission de les booter hors de ce territoire, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, Beast avec un gameplay vraiment intéressant, vraiment efficace si l'on en croit les différentes critiques qui en sont faites, et puis une direction artistique vraiment soignée également. Donc j'avoue que je suis très très tenté par le jeu, je ne pense pas le prendre parce qu'il est un petit peu cher, notamment en termes de frais de port, mais j'aimerais bien le tester un jour. Les stretch goals nous ont apporté un nouveau personnage, un nouveau monstre, enfin une nouvelle bête plutôt, des meeples un petit peu améliorés, visuellement en tout cas, 2 nouvelles cartes par-ci par-là, une minimap digitale, donc une carte qui vous permettra de suivre le parcours de la bête, puisque ça fait partie des objectifs des chasseurs, de trouver des pistes pour suivre les déplacements de la bête. Simplification de ce processus via une application digitale qui sera totalement optionnelle. Vous n'en avez pas besoin pour jouer, mais vous pourrez y avoir accès gratuitement grâce à ce stretch goal. Et puis, on a également débloqué des contrats customisables. Donc, vous pourrez vous-même créer vos propres contrats grâce à un créateur de contrats disponible sur le site de l'éditeur. Et puis, on devra en découvrir un petit peu plus à l'avenir. On a déjà aussi des add-ons qui sont venus se débloquer en tant que stretch goals. Ça, par contre, je trouve ça un petit peu, je ne vais pas dire malhonnête, mais un petit peu faible, stratégiquement parlant, parce que ce sont des add-ons, donc vous devrez les payer si vous les voulez. Du coup, est-ce vraiment des stretch goals? Ça me semble un petit peu faible de ce point de vue-là. Également, de nouvelles cartes à venir. 3 stretch goals à venir qui ne sont pas encore débloqués. On verra bien la semaine prochaine. En tout cas, très très joli résultat pour Beast à 20 jours de la fin de la campagne. 3964 contributeurs. Là encore, présenté la semaine dernière, Tales from the Red Dragon Inn fait un très joli score. Là encore, on était à 2000, un peu plus de 2000, je crois, la semaine dernière, 2035 contributeurs, 2865 cette semaine, donc une très jolie évolution à 3 semaines de la fin de la campagne pour ce jeu de coop qui reprend l'univers de The Red Dragon Inn, un jeu plus connu de l'autre côté de l'Atlantique que d'une autre, mais donc une sorte de dungeon crawler, si on veut, avec différents niveaux, différentes cartes, différents établissements que vous pourrez explorer avec vos personnages. Donc allez voir la vidéo de la semaine dernière si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce projet assez séduisant, mais qui ne possède pas de version française, ceci dit. Pour les stretch goals, tout un tas de petits trucs débloqués. On avait déjà vu la semaine dernière un mode solo déjà débloqué, ce qui est toujours un plus. On a également entre-temps débloqué de nouveaux scénarios, également un nouveau dé, et puis une nouvelle miniature de Pookie Stuff. Voilà, on en aura bien sûr de nouveau la semaine prochaine. Donc 3 semaines encore pour Tales from the Red Dragon Inn, 2865 contributeurs. Joli résultat pour ce petit coop. Également présenté la semaine dernière, Moku Tower, petit jeu qui vient du Japon, mais qui a été créé par un Hongkongais. On était à 365 contributeurs la semaine dernière, plus 100 pour atteindre donc 464 contributeurs à 3 semaines de la fin de la campagne. Joli projet avec une vraie identité visuelle, avec un matériel assez unique, des morceaux de bois taillés. Tous les morceaux d'ailleurs seront taillés de manière unique par un artisan, par un ébéniste. Merci pour la personne qui m'a rappelé ce mot la semaine dernière. Donc, projet vraiment charmant de ce point de vue-là, mais quand même très très cher pour ce qui est au final un jeu d'ambiance où on va essayer de construire une pyramide en jouant des cartes qui nous demandent de poser telle pièce de bois sur la pyramide sans la faire tomber.
Pour un jeu d'ambiance, ça restait quand même très très cher. Allez voir la semaine dernière si vous voulez un peu plus de détails concernant Moku Tower, 464 contre-minuteurs à 21 jours de la fin de la campagne. C'est à peu près tout pour le suivi des projets. On va maintenant pouvoir entamer la deuxième grosse partie, à savoir les nouveaux projets, avec d'abord les mentions honorables, avant de suivre sur les gros projets de la semaine. La première mention honorable de la semaine, il s'agit de Federation ou Fédération, puisqu'il s'agit en réalité d'un projet français qui nous vient de Explore 8, donc de Lille. Les compagnons à qui l'on doit Specialists récemment et aussi Big Monster qui apparemment a fait un bon résultat, mais que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Donc, les auteurs que vous voyez ici, hein, Dimitri Perrier et Mathieu Verdier, qui se sont attachés les services de Miguel Coimbra aux illustrations, donc une figure de renom un petit peu quand même dans le milieu du jeu de société. On est désormais à 323 contributeurs après quelques jours de campagne, à 22 jours de la fin d'ailleurs de cette campagne. Donc le projet est d'ores et déjà financé en moins d'une semaine, ce qui est plutôt encourageant. Ceci étant dit, ce n'est pas encore fantastique en termes de résultats. On pourrait certainement aller taper les 1000, 1200 si tout se passe bien. Mais pour l'instant, vu qu'on va entrer un petit peu dans le mou, dans le ventre mou de la campagne, hein, à partir de la deuxième semaine, reste à voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure de la campagne. Mais bon, ça part plutôt pas mal, mais sans forcément faire un départ canon non plus. Alors, il s'agit d'un jeu donc euro, hein, relativement expert, avec beaucoup d'interactions, si l'on en croit en tout cas cette petite vignette que l'on voit ici, qui se base en fait sur un mécanisme bien connu, mais avec une sorte de twist qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir beaucoup, c'est-à-dire un jeu de placement d'ouvriers, mais assez particulier. Vous allez voir ici, puisqu'en fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers à double face. Une face qui vous permet de voter, entre guillemets, et une face qui vous permet de financer vos projets. Donc, en gros, une double facette à votre placement d'ouvriers, ce qui est quand même assez intéressant et vraiment assez peu vu, c'est vrai. Vous le voyez ici, il y aura un plateau avec, en gros, un Sénat intergalactique, hein, en termes de la thématique un peu SF, et chacun des emplacements donnera bien entendu des effets particuliers. Et en plus de ça, selon la phase que vous aurez choisie, évidemment, un effet différent. Vous pouvez le voir, bon, il s'agit évidemment, je ne l'ai pas dit, hein, parce qu'il s'agit d'un projet français, mais bien entendu, le jeu sera disponible en français, ça va de soi. La campagne est d'ailleurs disponible en français, donc si vous voulez vraiment aller dans les détails, vous pouvez le faire par vous-même sur la page de la campagne en français, il vous suffit de cliquer ici. C'est un jeu pour 2 à 4 personnes, à environ 30 minutes par joueur, hein, donc ce qui veut dire entre 1 heure et 2 heures théoriquement, pour des joueurs de 14 ans et plus. Et donc ils nous proposent, comme ils nous le disent ici, un placement d'ouvriers relativement innovant, comment dirais-je, des interactions assez riches, et puis plusieurs chemins possibles vers la victoire, y compris différents bonus de fin de partie, si j'ai bien compris. Voilà, je ne le présente pas en détail non plus parce que essentiellement la campagne est déjà présente en français via ce lien que j'ai évoqué un peu plus tôt. Donc je vous laisserai découvrir un petit peu plus par vous-même, mais le projet semble très intéressant et les retours qu'en font les critiques sont également très positifs en règle générale. On aura également en termes de matériel tous ces petits tokens que vous voyez ici, hein. Ensuite, on aura des plateaux individuels qui seront double épaisseur, ce qui est toujours très appréciable également. Des meeples avec le screen print, ce qui est toujours très sympa également. C'est une version qu'en fait déjà Deluxe en fait, hein, de base. D'ailleurs, il n'y a que la version Deluxe, si je ne me trompe pas, qui est disponible. Oui, c'est ça, Federation Deluxe. Donc en fait, ce sera une copie Kickstarter. J'imagine que quand le jeu arrivera en magasin, il sera un petit peu diminué en termes de matériel. En tout cas, un matériel un petit peu moins de qualité avec des meeples qui ne seront pas de screen print, peut-être des plateaux individuels qui n'auront pas cette double épaisseur, etc. J'imagine. Voilà, vous avez une petite idée des différentes tuiles que vous pourrez retrouver également, mais également tout un tas de petits tokens dans tous les sens. En tout cas, ça a l'air assez riche, assez complexe, mais vraiment sympathique, et notamment ce mécanisme de double placement d'ouvriers qui moi m'intéresse pas mal, parce que c'est vrai que je suis assez amateur du genre justement de placement d'ouvriers. Ça fait partie des mécanismes que j'aime beaucoup. Vous aurez, pour vous en Union européenne en tout cas, le choix, la possibilité de faire un pledge groupé, hein, non, à partir de 8 boîtes, jusqu'à plus d'ailleurs, donc 8 boîtes ou plus. Il suffit de les contacter pour. Ensuite, les stretch goals, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, on a juste à peine financé le jeu,
mais viendront prochainement donc des upgrades encore de matériel, certainement également des upgrades de gameplay également à venir prochainement. On va passer directement aux frais de port, hein. Je vous laisse vraiment découvrir un peu plus en profondeur par vous-même parce que la campagne est française et donc disponible en français également. Les frais de port sont donc ici pour ce qui est de l'Union européenne avec la France métropolitaine, mais également le Luxembourg, la Belgique. Pour les francophones de la région, ce sera donc 12 € pour la boîte de luxe, hein, donc la seule disponible durant cette campagne, ou 24 si vous en prenez 3, donc pour amortir un petit peu au niveau des frais de port. Ensuite, pour ce qui est de nos amis canadiens, où se trouvent-ils? Les US sont ici, mais le Canada, 6, zone 6. Donc pour les Canadiens, ce sera 25 € de frais de port, ce qui est un peu plus conséquent, même plus conséquent que pour nous qui sommes au Japon, à 20 €, étrangement. Voilà pour ce qui est en tout cas, de, Federation, un jeu qui a l'air assez convaincant, mine de rien. Je demanderai qu'à tester, bon peut-être un jour, on verra bien. En tout cas, si vous aimez les placements d'ouvriers et les jeux euro avec beaucoup d'interactions, ça pourrait être votre type de jeu. A few moments later. Ah, et j'ai oublié de vous préciser également, parce que ce n'était pas affiché dans la campagne, mais sur l'ascenseur de droite, le jeu coûte 75 €, ce qui peut en partie expliquer un petit peu pourquoi on n'a pas des masses de backers dessus. Pour l'instant, le jeu est un petit peu cher, mais en même temps, c'est déjà du luxe, donc ça peut se justifier en partie. On passe à Zoo King, qui est un jeu stratégique dans lequel vous allez créer votre zoo et vous devrez créer le zoo de vos rêves, le plus beau zoo de la tablée, bien entendu. On est déjà à 206 contributeurs et il reste près d'un mois à la campagne. Le financement est déjà atteint, on a presque 200% hein, du financement, donc pas de problème pour ce jeu qui nous vient de Evan Johnson. Premier porteur de projet sur Kickstarter. Ça reprend un petit peu la thématique de certains jeux vidéo qu'on a l'habitude de voir, qui nous proposent de créer notre propre parc à thème, par exemple, notre propre parc d'attractions. Ici, il faudra donc créer un zoo. Et vous aurez d'ailleurs ici quelques illustrations qui vous proposent d'imaginer un petit peu ce que vous pourrez ajouter dans votre zoo. Ici, par exemple, un tapir, mais également un carrousel pour servir un peu d'attraction aux enfants qui viendraient éventuellement visiter le zoo. On aura donc tout un tas d'espèces animales, hein, plus d'une quarantaine d'espèces animales disponibles, mais également des attractions du type du carrousel que vous voyez ici, mais également des cartes de staff qui viendront composer votre zoo idéal. On aura en termes de mécanisme du draft d'animal, mais également du set collection, hein, vous devrez faire des collections de différents animaux selon leur type, etc. Et également un petit peu de push your luck, donc de pousser un peu votre chance jusqu'à ce que finalement elle se casse et que vous perdiez l'avantage que vous pensiez avoir acquis. Voilà pour ce qui est des mécanismes de base. Vous avez un petit aperçu ici des différentes cartes avec donc les attractions, mais également les personnes incarnant le staff de votre zoo. Bon, en termes de direction artistique, c'est assez impersonnel. D'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs voir que sur les staffs, ils n'ont pas de visage, ce qui est assez étrange comme choix de direction artistique. Et puis donc les différents lieux, les différentes attractions que vous pourrez également acquérir. Vous avez un petit aperçu de comment se déroule le jeu, hein. Dans sa première phase, il faudra donc tirer une carte d'événement qui viendra influencer le tour en cours. Ensuite, il faudra drafter un animal ou un membre du staff ou une facility, donc comment dirais-je, un bâtiment ou une attraction par exemple. Et puis, en toute fin de partie, on décernera différents prix qui seront différents, j'imagine, à chaque partie ou qui seront peut-être cachés, secrets, selon les joueurs. Je ne sais pas trop, je n'ai pas cherché suffisamment en détail, mais vous pourrez donc scorer différemment selon les icônes qui se trouveront en haut à droite de chacune de vos cartes, qu'il s'agisse de lieux ou d'animaux, d'espèces animales mortes, même de staff également. Donc voilà, pour ce qui est en gros de Zoo King, vous voyez ici un petit aperçu des différentes espèces animales que vous pourrez retrouver dans votre zoo, sachant que d'autres viendront s'y ajouter certainement via des stretch goals une fois le financement atteint. Pareil pour ce qui est du staff et des différentes attractions, j'imagine. Les cartes événements que vous voyez ici, 10 cartes de récompense de fin de partie. Ensuite, passons au prix. Alors, le jeu lui-même, pour son pledge de base, vous coûtera 24 $. C'est relativement abordable. Bon, après, on a vu qu'il y avait pour l'instant pas énormément d'animaux, hein. Une quarantaine, c'est pas extraordinaire pour un zoo. Le jeu de base s'accompagnera d'une petite carte postale,
et d'un shipping gratuit pour les États-Unis qui n'intéressera probablement qu'assez peu de monde sur la chaîne, j'imagine. On aura une version un petit peu supérieure à 29 $ qui vous donne la même chose, plus une petite extension qui s'appelle Souvenirs. Donc, j'imagine qu'il s'agit des souvenirs que vous pouvez acheter à la sortie du parc. Il vous fournit ici 12 nouvelles cartes, ainsi qu'un nouveau trophée Most Memorable Zoo. Donc, en gros, je pense que oui, il s'agit d'acheter simplement des souvenirs, des peluches, des petites pièces de métal pour montrer que vous y êtes allé, etc. Bref, rien de très extraordinaire. Ensuite, pour 49 $, vous pourrez obtenir 2 jeux, donc le tout en double, avec l'extension également en double, ou après vous avez 3 jeux, etc. L'opportunité éventuellement d'intégrer le jeu vous aussi, je pense. Oui, c'est ça, Your Face on a Card, c'est ça. Donc là, ça reste plutôt des pledges mécènes, hein, je dirais, ou des pledges de gros riches, hein, évidemment. Si vous êtes très très fan du jeu et que vous en avez les moyens, pourquoi pas. Ça peut toujours être sympa d'intégrer un petit peu le jeu, d'avoir son visage dedans, ou le visage d'un ami, de votre femme, de votre mari, par exemple, ça peut être une idée aussi. Les add-ons, vous avez des t-shirts, bon, on s'en fout un petit peu. Passons au shipping. Donc pour les États-Unis, c'est gratuit. Pour le Canada, c'est 15 $. Pour l'Union européenne, c'est 24 $, ce qui est quand même très très cher, étant donné que le jeu lui-même coûte, je crois, donc 24 $ dans son pledge de base, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ma mémoire ne me fait pas trop défaut aujourd'hui. Donc 24 $ de jeu, 24 $ de frais de port, ça pique un petit peu pour l'Union européenne, malheureusement. Pour le Japon, c'est 22, c'est un tout petit peu moins cher. Mais le jeu ne m'intéresse pas outre mesure, malheureusement. Ça restait de toute façon cher, 22 $ pour 24 du jeu de base. C'était pas convaincant. J'imagine que la TVA sera imposée par la suite, mais je n'ai pas vu de mention concernant la TVA. Donc, bon, ça fait quand même 2 semaines que je vois beaucoup de projets qui ne font pas mention de la TVA. Donc, à voir, peut-être dans la FAQ que je n'ai pas regardé. Donc voilà pour Zoo King, 206 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne. On continue tout de suite par Crisis on Cardia. 176 contributeurs déjà à 27 jours de la fin de la campagne. Le jeu est déjà financé. Un petit projet qui nous vient de New York et de Lucas Sosnick. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, bon, très petit, certes, Lucas Sosnick a actuellement 17 ans. Il est très très jeune. Il a conçu ce jeu à 16 ans. On n'est pas tous égaux. Donc, Crisis on Cardia, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Je n'ai pas vu d'informations un peu plus précises concernant l'âge à partir duquel on peut jouer, etc. Bon, jeu de 2 à 5 joueurs. Je n'ai pas vu la durée non plus, mais dans lequel en fait vous êtes placé sur une planète, une exoplanète en gros, qui est assez similaire à la planète Terre, différents biomes. On voit un peu de la jungle, des zones désertes, arides, etc. Et en fait, c'est une planète sur laquelle nous avons envoyé des colonies avec l'espoir de pouvoir simplement conserver notre espèce vivante après être parti de la planète Terre. Et en fait, il faudra préparer l'humanité aux différents virus et autres pathogènes qui se trouveront sur la planète en question. Il faudra donc monter des équipes de spécialistes de la santé pour pouvoir nous préparer à cette nouvelle planète, entre guillemets. Et dans ce jeu, donc, chaque joueur disposera, donc, chaque boîte disposera de 2 decks, un deck de Outbreak, donc de nouveaux virus qui apparaîtront, et une autre boîte de Planet Deck qui sera constituée de différents spécialistes et de différentes cartes d'action. 55 cartes d'Outbreak, 67 cartes de Planet. Ensuite, donc, comme je le disais, il va falloir monter votre équipe pour faire face aux différents virus et autres pathogènes qui seront présents sur cette planète. Il s'agit globalement d'un petit jeu de gestion de main dans lequel vous avez en gros le choix entre 3 actions, le fait de jouer ou de déplacer un de vos spécialistes, le fait de vous défausser d'une de vos cartes pour en tirer une nouvelle, ou le fait de jouer une carte d'action qui pourra influencer le tour en cours pour finalement réussir à atteindre un score de 10 points de victoire. La première personne qui aura collecté 10 points de victoire remportera la partie et sera, comment dirais-je, aura décerné le prix de héros de Cardia, donc la planète dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et autre phase de jeu que j'ai oublié de mentionner qui est assez importante, il faudra résoudre également certains outbreaks, donc certaines, comment dirais-je, épidémies soudaines, en gros. Donc voilà, vous pouvez tester le jeu sur Tabletopia si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, puisqu'il n'y aura dans ce jeu pas de version française.
Pour ceux d'entre vous qui réussiraient à baquer dans les 150 premiers, vous aurez l'avantage d'avoir un early bird. Pour l'instant, il n'y a pas encore 150 personnes sur ce pledge. Il vous reste encore environ 50. Non, il vous reste 97, pardon. 97 early birds disponibles pour avoir seulement la boîte de base, plus une qui sera un don à une école. Chaque jeu acheté sera un jeu offert à une école de votre choix, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, donc 25, c'est la même chose, mais après Early Bird. Ensuite, pour 50 $, donc c'est le x2, simplement pour avoir 2 jeux, plus de jeux donnés, bien évidemment. Et pour 100, il s'agit d'avoir 3 boîtes, plus des stickers avec l'emblème de Cardia, mais en termes de rapport qualité-prix, ou en tout cas rapport prix-quantité de matériel, c'est pas spécialement très intéressant, pardon. Donc, si j'étais vous, je me limiterais au premier pledge, si jamais j'étais intéressé, ce qui n'est pas mon cas, mais quand même, bravo à ce jeune auteur de 16 ans pour un premier jeu, c'est quand même assez étonnant, mais après, bon, c'est pas un jeu non plus hyper complexe, mais quand même, j'étais loin de pouvoir faire un jeu à 16 ans. Je suis certainement encore assez loin de pouvoir faire un jeu d'ailleurs, mais bon, on verra. Donc, pour ce qui est du shipping, rien n'est mentionné avec vraiment beaucoup de détails. Je ne sais pas pour l'instant si le jeu sera disponible ailleurs qu'aux États-Unis. Il n'est pas fait mention d'une exclusivité de la campagne envers les États-Unis, mais pour l'instant, le seul drapeau présent est celui des États-Unis. Le jeu sera lui-même manufacturé aux États-Unis pour éviter tout délai dans la conception, la production du jeu, qui sera lancé juste après la fin de la campagne d'ailleurs. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus concernant une disponibilité du jeu en France, en Europe, au Japon, etc. On verra bien, peut-être dans la FAQ, je ne sais pas. On verra et dans les semaines à venir, éventuellement, si suffisamment de backers sont peut-être intéressés. Regardons vite fait la communauté. On a des gens quand même au Royaume-Uni, Allemagne, Mexique, Canada, Chine. Donc, bon, potentiellement, même en France, on a un contributeur. Petit commentaire, si vous en êtes, si vous êtes le contributeur français, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez reçu un message stipulant que vous pourriez recevoir le jeu en France? Je ne sais pas. En tout cas, il reste donc 27 jours à la campagne, 177 contributeurs pour ce projet mené par un jeune de 16 ans, 17 ans maintenant. On continue avec Magical Friends and How to Summon Them, donc les amis magiques et comment les invoquer, qui est un jeu qui nous vient d'Autriche. Premier projet pour Clemens Luger d'ailleurs. 282 contributeurs à 28 jours de la fin de la campagne. 282, c'est déjà pas ridicule pour un primo-éditeur. Pour autant, le jeu n'est pas encore financé. Il s'est fixé un objectif de 25 000 €, qui est largement atteignable. Il va certainement le franchir dans le courant de la semaine prochaine, ou peut-être, en tout cas d'ici la fin de la campagne, j'imagine. Un petit jeu avec un concept assez amusant, puisqu'il faut en fait simplement incarner différents magiciens. Donc, vous pouvez avoir un aperçu ici, qui vont essayer de participer à une grande fête des magiciens, dans lequel ils doivent amener autant d'amis que possible pour gagner le prix. Simplement, ils n'ont pas d'amis. Pardon, moi j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Ce sont des magiciens un peu ermites, et donc ils vont user de leur magie pour se faire des amis et les envoyer à la taverne pour eux. Donc en gros, vous aurez un jeu de déplacement sur une piste menant à la taverne, mais également, comment dirais-je, un mécanisme de pari en début de tour pour choisir de l'ordre du tour qui jouera en premier, sachant que le premier joueur donc, aura cet avantage d'être le premier joueur, mais les derniers joueurs, par exemple, auront eux des avantages différents pour contrebalancer un petit peu ce désavantage d'être parmi le dernier joueur. D'ailleurs, celui-ci, là, excusez-moi, mais Donnie Dark Matter, c'est pas carrément Bibi de Final Fantasy IX, si je ne me trompe pas. Ça ressemble en tout cas beaucoup. Alors, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, pour des parties d'1 heure à 2 heures, ou en gros 20-25 minutes par joueur, si l'on en croit les dires de la campagne. Ce jeu se présente comme un jeu facile à prendre en main, mais assez stratégique et assez coupe-gorge, donc loin d'être facile, avec une assez forte rejouabilité parce que les différents monstres que vous pourrez, comment dirais-je, inviter à la fête pour être vos amis auront chacun des effets différents et ils sont relativement nombreux, ce qui permet une certaine forme de rejouabilité. Et également, certains lieux que vous pouvez voir ici, certaines tuiles vont être ajoutées à la map, à la carte du monde de ce jeu, et viendront en fait modifier certains éléments donc, du jeu entre chaque partie. Enfin, pas entre chaque partie, mais d'une partie à l'autre, le plateau sera légèrement modifié via l'ajout de ces tuiles qui seront en plus double face.
Donc le jeu est disponible en allemand et en anglais, mais pas en français, en tout cas pas pour l'instant. Petit aperçu du gameplay donc, je l'ai un petit peu abordé déjà, mais en première phase, vous aurez donc un pari. Il faudra choisir un artefact de votre main pour choisir, selon sa valeur, l'ordre du tour qui sera le vôtre. Le plus grand chiffre sera le premier joueur, le dernier chiffre sera le dernier joueur, mais comme vous le voyez, il y aura des petits logos en bas de la carte qui vous apporteront différents effets. Donc si vous êtes dernier, vous aurez quand même des effets pour contrebalancer cette dernière position. Ensuite, il y aura plus de 40 créatures uniques dans le jeu qui pourront incarner donc ces amis un peu convaincus par la magie de devenir vos amis, que vous pourrez inviter à cette fête et faire avancer petit à petit sur le plateau jusqu'à la taverne, sachant que vous pourrez également dézinguer les nouveaux petits amis de vos adversaires et que ça vous procurera en plus de ça des bonus en fin de partie. La personne qui aura massacré le plus d'amis de vos adversaires remportera des points à la fin de la partie. Donc c'est un petit peu moche moralement parlant, mais bon, ça reste assez fun et c'est assez coupe-gorge de ce point de vue-là. Ensuite, en termes de rejouabilité, on vous dit qu'il y a donc plus de 40 comment dire, amis magiques dans le jeu. Donc tous ne vont pas sortir à chaque partie, donc il y a quand même cette forte rejouabilité, différents combos qui peuvent s'enclencher également, et ces différents chemins double face qui peuvent également changer la donne d'une partie à l'autre. Les standees présents dans le jeu, il n'y a pas de figurines, hein, mais les standees auront un petit insert. C'est ça que le mot que je cherchais d'ailleurs pour tray, c'est déjà pas du français non plus. Des inserts en fait qui permettront de ne pas avoir à les remonter d'une partie à l'autre et de les ranger facilement. Voilà pour ce qui est en gros du gameplay. Pour les frais de port, le jeu étant allemand, enfin pas allemand, autrichien, ça devrait être relativement abordable, oui c'est le cas, 10 € de frais de port pour l'Union européenne, c'est pas spécialement très cher. Par contre, attention, la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, comme ça se fait de plus en plus. Pour ce qui est juste le jeu du Japon, par curiosité, on est sur du 22 €, bon ok. Et le jeu lui-même, je ne suis pas encore passé sur le prix. Bon, on va voir directement ici, ce sera plus rapide. Le jeu lui-même coûtera donc 49 € pour avoir donc une copie du jeu, mais également l'accès au Pledge Manager, tous les stretch goals à venir, un petit fond d'écran, on s'en fout un petit peu, et puis c'est à peu près tout, ma foi. Et le jeu devrait normalement être livré au backer en septembre prochain, donc environ un an entre la campagne et la livraison. Voilà pour Magical Friends, 282 contributeurs à 28 jours de la fin de la campagne. On continue avec Duelists, un petit jeu pour 2 joueurs de confrontation pour 15 à 30 minutes et pour 10 ans et plus, donc un jeu relativement accessible. Un jeu qui était apparu sur pas mal de vidéos de vidéastes que je suis et qui pourtant, depuis son apparition, fait un semi-bid. 74 contributeurs, bon il reste un mois ceci dit, mais on est à peu près à 1/5 du seuil de financement, un peu plus d'1/5 du seuil de financement, ce qui n'est pas terrible pour un début pour Duelists. Les reverra-t-on la semaine prochaine parmi les projets annulés ou pas, on verra bien, mais pour l'instant c'est un départ assez peu convaincant. Bon, il faut dire que le jeu est assez simple. C'est un premier projet de Knothorn Studio qui est en Allemagne. Et en fait, il vous propose donc 3 personnages, Isdra, Nathrax ou Harris. Une chasseuse de primes, un pêcheur et une sorcière avec chacun leur deck, 2 cartes. Et en fait, il va falloir simplement jouer progressivement sur un plateau une rangée de cartes, hein. Vous allez piocher une carte, jouer une carte sur la rangée de 3 cartes dont vous disposez, et en sélectionner une pour attaquer ou pas votre adversaire, pour essayer de le faire défausser certaines cartes. Et le premier joueur qui ne pourra plus piocher de cartes pour refournir sa main en début de tour aura perdu, aura été vaincu, en gros. Donc un jeu assez simple. Bon, après, c'est peut-être efficace, je ne sais pas, hein. Il y a tout un tas de jeux de confrontation un petit peu sur un modèle similaire, même si pas tout à fait exactement le même. Mais bon, c'est vrai que c'est pas hyper convaincant sur le papier, même si ça a l'air d'être relativement bien réalisé, disons. Mais ça fait quand même face à une concurrence assez forte dans ce genre de secteur, entre guillemets. Donc, bien évidemment, les stretch goals, on n'en parle pas pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, même si je vois qu'on a déjà un solo mode prévu à 20 000 €. Donc, on verra bien si c'est financé et si on en arrive jusque-là ou pas. Le jeu de base, en plus de ça, coûte quand même 29 €, ce qui est quand même pas donné pour un petit jeu de cartes avec seulement 3 personnages, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 3 personnages, plus quelques petits tokens, mais c'est quand même majoritairement des cartes.
Donc bon, 29 €, c'est pas donné à mon avis. 58 si vous en voulez 2, bon, il s'agit juste de multiplier par 2 le coût, hein. On a également un pledge à 140 € qui s'appelle The Pompous Victor, qui est une copie exclusive, du jeu. Mais bon, là encore, pas grand intérêt. Pour ce qui est du shipping, dans la zone Union européenne, c'est donc 9 € pour les Suisses, 13 € pour le reste du monde, 16 €. Bon, les frais de port, à la limite, ça passe plutôt. Pas de remarques concernant la TVA, j'ai l'impression. Non, pas encore. Donc on verra bien. Le jeu, en tout cas, sera au Spiel de Essen en 2022. Enfin, il sera disponible au Spiel de Essen 22, donc d'ici 1 an a priori. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Duelist, qui pour l'instant ne convainc pas beaucoup. Il reste 30 jours, ceci dit, et ils sont déjà 75 contributeurs. On retrouve Guindy avec cette fois-ci une campagne sur GameFound. Guindy à qui on doit donc Enchanters, qui avait fait un très joli succès, et depuis Ballon de Baudruche, Guindy ne fait plus grand-chose. Enfin bon, ils produisent toujours des jeux, mais avec des succès beaucoup plus mitigés. Qu'en sera-t-il pour Golden Star The Galactic Tournament? Pour l'instant, ça part un peu sur les bases qu'on a l'habitude de voir récemment chez eux, à savoir bof. 123 backers, bon, il reste 21 jours à la campagne, certes, mais c'est un départ un petit peu mou du genou. On est quand même à 31% financé, mais il reste encore du chemin. Le jeu sera, ceci dit, disponible en français, donc pour vous, c'est peut-être le moment de vous y intéresser. Comme vous le voyez, il y a des jolies figurines et des jolies cartes. Maintenant, parlons un petit peu plus du jeu. Il s'agit d'entrer dans un tournoi de jeu de deck building asymétrique dans lequel les différents challengers de ce tournoi vont s'affronter dans des arènes autour de la galaxie pour recueillir une gloire éternelle. Une gloire et une renommée éternelle. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs avec des parties de environ 1 heure pour 14 ans et plus. Et on a ici la petite mention habituelle que j'aime bien sur GameFound, à savoir les mécanismes mis en avant. Donc ici, il y aura du contrôle de territoire et du deck building. Vous avez ensuite ici un petit aperçu un petit peu de la direction artistique, qui est plutôt soignée, plutôt jolie, plutôt bien réalisée. Avec ici un petit aperçu également de la tablée, hein, du matériel et de la place que ça peut prendre sur votre table, avec tout un tas de petites miniatures assez sympas. En fait, ces miniatures sont les différents personnages que vous pourrez être amenés à contrôler. Vous en aurez 2 pour chacun des joueurs autour de la table, qui seront en fait des combinaisons que vous pourrez modifier d'une partie à l'autre, hein. Vous allez en fait choisir 2 participants au tournoi qui seront alliés pour ce tournoi. Et donc, ils auront évidemment des combinaisons plus ou moins, comment dirais-je, propices à remporter la victoire. Il faudra également construire votre deck au fur et à mesure de manière asymétrique. Et puis, vous pourrez acquérir donc du matériel pour ce côté un peu deck building au sein d'un marché noir pour recueillir des nouvelles armes, des nouveaux artefacts pour faciliter votre victoire. Et puis ici, il y a une petite référence un petit peu marrante, mais je ne sais pas trop comment la prendre. On nous dit que ça ressemble un petit peu à l'ambiance de Guardians of the Galaxy, mais mixé avec Street Fighter. Ok, on verra bien à quoi ça ressemble au final. Pourquoi backer maintenant? Alors parce que d'abord, vous l'obtiendrez plus rapidement que la sortie en magasin. Oui, si c'est financé, ceci dit, ce qui n'est pas encore garanti. Mais également, ça vous permettra de économiser 25 $ sur le all-in gameplay. 25 $, c'est pas rien. Après, par contre, frais de port, TVA, est-ce que finalement, ce sera vraiment 25 $ moins cher? À confirmer. Et puis également, vous pourrez avoir la petite extension Unlikely Alliance qui sera incluse dans votre pledge grâce à la version GameFound et qui ne sera pas disponible ensuite, ou alors peut-être payante, en magasin. Voilà, une idée d'un petit peu des miniatures et de leur taille. En tout cas, comme vous pouvez le voir, elles sont relativement jolies. En tout cas, les renders 3D sont plutôt jolis, ça a de la gueule. Donc de ce point de vue-là, pourquoi pas. Là où le bât blesse peut-être un petit peu, c'est que le jeu est potentiellement un petit peu cher dans sa version gameplay all-in. 72 € pour un petit jeu de confrontation, bon, ça peut en repousser quelques-uns. Après, ce sont les prix qu'on a l'habitude de voir un petit peu depuis quelques semaines et quelques mois. Les prix ont augmenté, il faut un petit peu s'y faire, mais ça reste un poil cher hein, pour un jeu qui contient essentiellement donc des cartes, certes quelques miniatures, mais il n'y en a pas non plus une flopée. Il y en a quoi, 10 15 environ, hein, à vue de nez comme ça. C'est essentiellement le reste des cartes et également des cubes que vous pouvez voir également. Voilà,
sachant que dans le All-in gameplay, il y aura aussi l'extension donc, que je viens d'aborder, ainsi qu'une autre petite extension qui vous permettra de jouer jusqu'à 5 joueurs. Le pledge de base, lui, est un petit peu plus abordable, bien évidemment, 43 €, mais c'est quand même un petit peu dommage de se priver de l'extension jusqu'à 5 joueurs. Après, si vous ne jouez jamais à 5 joueurs, pourquoi pas. Ceci dit, pour l'instant, il a été pledgé uniquement 9 fois, donc je pense qu'effectivement, le FOMO peut-être invite les gens à plutôt aller vers un all-in. En tout cas, la version à 43 € n'a pas beaucoup attiré pour l'instant. On a également un autre niveau de pledge à 69 € qui est le niveau Challenger. Alors, qu'y a-t-il de très différent? Eh bien, une extension en moins, j'ai l'impression. Le petit paquet de cartes que l'on voit ici n'est pas disponible dans le Challenger, donc un petit peu moins en termes de gameplay. Et puis finalement, on a le all-in à 97 €. Alors, tout à l'heure, on avait le all-in gameplay à 72 €. Là, il s'agit d'un all-in gameplay plus matériel, avec donc le tapis de néoprène que vous voyez en dessous ici. Donc pour un total de 97 € contre 72, donc 25 € pour ajouter ce petit game mat que vous voyez ici. Ça fait quand même 25 € le game mat, c'est quand même assez cher. Est-ce vraiment très nécessaire? Non, comme toujours avec les game mats, les play mats. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa. Après, je ne pensais pas que la majorité des backers s'orienteraient vers celui-ci, parce que 25 € de playmat pour un jeu qui ne justifie pas tellement le playmat, en tout cas pas à ce prix-là, c'est quand même un peu cher. Ce qui justifie peut-être potentiellement le succès assez mitigé de ce jeu. Alors, on a donc 8 challengers, je disais tout à l'heure une dizaine, bon, il y en a un petit peu moins, il y en aura donc 8, avec chacune leur carte de base, bien évidemment. Par exemple, ici, Eva the Tamer, qui est une sorte de dinosaure humanoïde, pourra contrôler différents dinosaures. On aura ensuite Yori the Smuggler, Nanami the Guard, Boris the Berserker, Lancelot the Duelist, Rusty the Bailiff, Albrecht the Demon et Duke the Director. Donc voilà, ces 8 personnages qui auront chacun leur petit deck de base légèrement asymétrique, à partir duquel vous pourrez, en collaboration avec un autre personnage de votre choix, construire votre propre deck et combattre vos adversaires. On a également 12 tuiles d'arène, avec pour chacune des petites spécificités que vous pourrez voir en bas de la carte en question. Ensuite, plus de 40 cartes de marché noir, 52 cartes de power-up, donc de upgrade de pouvoir pour vos personnages, et puis tout un tas d'éléments de matériel supplémentaire. Par exemple, les petits socles de vos miniatures avec les petites cubes qui viendront intégrer les socles en question, le petit plateau pour le marché noir, le petit plateau pour les combats, tout un tas de tokens, etc. etc. Ensuite, bon, l'extension vous apportera de nouveaux personnages avec Xander, Famir, Gaïa ou encore Rosalie. Une extension pour le 5e joueur que j'ai abordé tout à l'heure. On passe directement au shipping parce qu'après tout, ce n'est qu'une mention honorable. On ne va pas passer 10 minutes là-dessus. Pour l'Union européenne, ce sera donc 16 €. Pour le Canada, 21. Qu'est-ce que c'est que ce petit economic? D'accord, le shipping sera un petit peu plus long apparemment pour le Canada. Bon, ils prévoient ça 1 an à l'avance. Peut-être que d'ici là, la situation se sera un petit peu améliorée, je ne sais pas. Pour ce qui est du Japon, 25 €. Bon, c'est un petit peu plus cher, bien évidemment, comme souvent c'est le cas. Par contre, attention, pas de TVA ajoutée dans le Pledge Manager. La TVA est déjà incluse dans le prix de base, donc ça, par contre, c'est plutôt bien de le signaler. Et les frais de port ne sont pas non plus hyper chers compte tenu du prix du jeu lui-même. Mais ça fait quand même au total, si vous prenez le gameplay all-in, quand même près de 100 €, hein, donc 94 €, je crois, si je me rappelle bien du prix du jeu de base. Donc c'est vrai que ça fait un jeu assez cher. Donc, quitte à le prendre, autant le tester d'abord. Ça tombe bien, il est disponible sur Tabletop Simulator. Donc vous pourrez le tester avant d'y aller éventuellement. Sachez également, et j'aurais dû le noter en début d'intervention, mais en fait l'image était passée trop rapidement, que le jeu sera disponible en français. Donc bon point à signaler pour nos amis francophones. Et c'est à peu près tout pour les mentions honorables de la semaine. On va maintenant s'atteler aux 4 gros projets de la semaine. Enfin gros, il y en a un qui est un petit peu plus petit quand même, mais quand même 4 assez beaux projets cette semaine. Premier des gros projets de la semaine, il y en aura 5 cette semaine,
Il s'agit de Fractal Beyond the Void, qui est un jeu 4X qui nous vient de Belgique et de Board Game Inc., qui avait comme premier projet le joli succès de Exodus, qui avait quand même 3600 contributeurs, ce qui est assez énorme pour un primo-porteur. Et donc, ils nous reviennent cette fois-ci avec Fractal, qui était très attendu depuis quelques mois, quelques semaines sur Quoud, notamment pour ceux d'entre vous qui suivaient l'actualité du jeu en financement participatif via le forum de Quoud. Il était très attendu et du coup, je vous lis les résultats, 2085 contributeurs à l'heure actuelle, après moins d'une semaine de campagne. C'est plutôt un très joli résultat pour ce jeu, donc, comme je le disais tout à l'heure, de 4X, même si comment dirais-je, la phase de extermination n'est pas prépondérante dans le jeu à première vue en tout cas. Je n'ai pas pu l'essayer. Si vous voulez des retours sur partie, vous aurez d'autres vidéastes qui pourront vous en proposer, à savoir notamment Nix qui a fait une vidéo assez longue sur le sujet, mais on avait d'autres vidéastes tels que, si je me souviens bien, la Société des Jeux qui a fait une vidéo dessus, je crois, peut-être le Meeple Reporter aussi qui aurait peut-être fait une vidéo avec un retour sur partie. Moi, je n'ai pas encore pu y jouer, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le 4X n'est pas mon genre de prédilection. Je n'ai aucun jeu de cet acabit, j'aimerais bien essayer pour voir, mais comme je suis assez peu porté vers la chose à l'origine, je ne me suis pas trop penché sur le sujet, un peu comme pour Voidfall d'ailleurs. Donc 17 jours avant la fin de 2085 contributeurs déjà. Évidemment, le jeu sera disponible en français puisqu'il s'agit d'un jeu belge, donc assez logique. Fractal qui bénéficie également d'une direction artistique vraiment aux petits oignons, c'est très très soigné de ce point de vue-là. On vous propose donc, bien évidemment, comme souvent les 4X, un univers de science-fiction, donc d'exploration, de conquête et de suprématie à travers la galaxie. Chaque joueur va prendre les commandes d'un empire émergent, intergalactique, qui va explorer l'univers, découvrir des secrets dans cet univers, mais également chercher à dominer et à conquérir certaines planètes habitables, et puis se battre face à d'autres factions pour les ressources de ces nouveaux territoires, mais également pour le prestige et pour le pouvoir de manière générale. Le jeu a également une originalité un peu spécifique qui lui est propre, à savoir qu'au-delà du jeu de base, on a également une campagne Legacy. Attention, le jeu lui-même n'est pas un jeu Legacy, mais il possède une campagne Legacy qui vous permettra d'accéder à plus de matériel et plus de gameplay que le jeu de base. Donc, il y a un mode, enfin, il n'y a pas un mode, il y a un pledge qui vous offre le jeu de base sans la campagne Legacy pour 79 €. Mais très honnêtement, je vois assez peu l'intérêt d'aller chercher le niveau de pledge à 79 €, qui compte malgré tout 137 contributeurs. Moi, je m'orienterais sans réfléchir vers le 119 € qui me donne donc cette campagne avec du gameplay additionnel, du matériel additionnel, une fois la campagne terminée. Donc pour moi, c'est vraiment sans réflexion nécessaire, le 119 € qui là-dessus vaut vraiment le coup selon moi. Et il y aura également un mode solo. Alors, donc, 4X, on le disait donc également Fractal The Core Experience, donc le jeu de base qui contient 96 miniatures, qui est un jeu donc de 4X assez ramassé, beaucoup plus court que les autres jeux en 4X qu'on a l'habitude de voir, qui s'étalent souvent sur 4, 5, 6, 7 heures, 8 heures parfois. Fractal ici est un peu plus ramassé, on est sur des parties d'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, pour 79 €, ou alors donc prenez le pledge suivant, celui que moi j'aurais tendance à conseiller, donc Beyond the Void plus la campagne, donc qui vous propose donc le jeu de base plus cette campagne, plus de 100 pages de livret de campagne avec 25 scénarios customisés, 5 nouvelles factions et plein de nouveaux composants qui viendront rejoindre vos parties avec le jeu de base une fois la campagne terminée. On a également un automate pour 29 €, qui vient en fait vous aider à jouer quand vous n'avez que 2 joueurs autour de la table. Par exemple, ça pourrait faire office de 3e joueur notamment. Vous pouvez également déjà tester le jeu via Tabletop Simulator. Il est en cours de démo actuellement sur l'application. Vous pouvez également tester l'automate. Pourquoi pledger maintenant? Bon, les arguments sont toujours un petit peu les mêmes dans ce genre de situation, mais là, c'est intéressant, c'est que, en fait, pour l'instant, Board Game Inc., donc l'éditeur de ce jeu, ne vend en général pas ses jeux en magasin. Pour l'instant, ils n'ont pas prévu de vendre Fractal en magasin non plus. Donc, c'est la meilleure opportunité pour vous de le prendre, même si après la campagne,
Après la livraison des jeux aux backers, le jeu sera certainement disponible en quantité limitée sur leur site internet, mais pour un coût plus élevé. Donc finalement, la campagne est certainement le meilleur moyen de loin de mettre la main sur le jeu. Alors, passons un petit peu à la suite. Donc, 2 à 4 joueurs, 25 à 35 minutes par joueur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, environ 2 heures, peut-être 2 heures et demie au début, avant que vous vous fassiez véritablement aux règles. Disons 2 heures, une fois le jeu un peu plus ancré en vous. Vous aurez donc un plateau d'empire par faction. Hein, pour la faction que vous allez choisir, vous recevrez donc un plateau individuel de votre empire, de votre faction. Ensuite, il y aura également des plateaux de tech, donc de technologie. Ensuite, on aura également des cartes de tactics et de mastery, des actions, des cartes d'action et de mystère, tout un tas de tuiles qui viennent composer en fait la galaxie dans laquelle vous allez évoluer. Ensuite, des objectifs et du scoring, bien évidemment. Vous avez ici le détail du nombre de ces cartes hein, pour chaque catégorie de cartes, justement. On passe assez rapidement, hein, bien entendu. Les miniatures, vous avez déjà un petit aperçu de ce à quoi elles ressembleront. C'est relativement joli. Les couleurs sont déjà différenciées pour avoir une meilleure lisibilité d'une faction à une autre. Hein. Ensuite, vous avez encore plus de tuiles, plus de petits tokens par-ci, par-là. Donc évidemment, comme souvent les 4X, il y a masse de matériel, avec un petit peu de temps de prise en main, avec tout ce qui est iconographie, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être un jeu relativement tellement compliqué en termes de prise en main, j'ai l'impression, comparativement à d'autres 4X, hein, j'entends. C'est pas un jeu simple, hein, loin de là, c'est un jeu expert, mais relativement abordable en termes de 4X en tout cas. On aura également un insert customisé, hein, donc ce ne sera pas un game tray, ce ne sera pas aussi deluxe que ça, mais ça a l'air d'être très fonctionnel et de ce point de vue-là, on n'en demande pas tellement plus au final. Le livret de règles est déjà disponible en anglais et en français, j'ai l'impression, hein, il me semble que oui. Plusieurs commentaires, bien évidemment, toujours très positifs, mais bon, on ne passe pas trop de temps là-dessus, parce que c'est toujours plus ou moins positif, de toute façon. Je ne connais pas celui-ci, Entre Jeux Studio, d'accord, bon, ça je ne connaissais pas encore cette chaîne, mais c'est en français également, donc pourquoi pas un aperçu en français. Ensuite, Beyond the Void, c'est l'extension qui vous propose la campagne Legacy, avec donc, ce gros livret de plus de 25 scénarios, vous dites comme vous voulez, avec donc plusieurs chapitres qui vont évoluer au fur et à mesure de votre histoire et des résultats de vos parties précédentes, hein, disons. Hein, je passe assez rapidement sur cette campagne, mais très clairement, hein, comme je disais tout à l'heure en début d'intervention, selon moi, c'est le pledge vers lequel il faut s'orienter plutôt que le jeu de base, hein, clairement. Ne serait-ce que pour bénéficier du matériel supplémentaire, du gameplay supplémentaire que va vous procurer l'expérience de Legacy. Alors, descendons encore un petit peu. Un petit point sur l'automate. L'automate vous permettra donc d'avoir un nouveau joueur supplémentaire lorsque vous avez un décompte de joueurs un petit peu faible, hein, si vous jouez uniquement à 2, ou même d'ailleurs en solo. Pour avoir un adversaire, malgré tout, vous pourrez jouer avec l'automate. Un automate qui est donc prévu pour véritablement être un adversaire à votre hauteur, hein, qui prendra des choix relativement similaires à ce qu'un véritable joueur pourrait être amené à faire. Et cette extension, enfin cet automate, vous permettra notamment donc de remplacer n'importe quelle faction. Il peut remplacer n'importe quelle faction et il prendra des décisions plus ou moins proches de ce qu'un joueur véritable pourra faire apparemment. Donc il semblerait que l'automate soit plutôt bien foutu de ce point de vue-là. La vidéo de Nyx que j'abordais tout à l'heure, hein, dont je parlais tout à l'heure avec les explications ici du mode solo. Donc, Nyx qui fait toujours des très bonnes vidéos, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu plus de détails, si vous êtes un peu soloiste dans l'âme, ou si vous manquez de joueurs pour jouer à un 4X. Par exemple, je sais que Xavier est très attiré par les 4X, et moi pas des masses, donc il a un petit peu de mal à trouver des gens pour l'instant pour sortir Eclipse pour la première fois. Je vais quand même jouer avec lui hein, pour lui faire plaisir, mais bon, j'avoue que je ne suis pas très attiré. Une autre vidéo de Nyx également pour présenter le jeu dans sa globalité avec un test, mais également la vidéo de la société des jeux que je mentionnais un petit peu plus tôt, également le Meeple Reporter, donc il avait bien fait une vidéo sur le sujet également. Ensuite, vous avez plein de vidéos en anglais, bien évidemment, si vous êtes anglophone, ou même germanophone d'ailleurs, hein, on a une vidéo de Hedgemaster Games apparemment également, qui a 4 abonnés. Pour ce qui est du shipping et de la TVA, alors la TVA sera vraisemblablement imposée durant le Pledge Manager. Oui, c'est bien ça. Pledge Manager, donc post-campagne, hein, vous aurez la TVA qui viendra s'ajouter
au prix que vous aurez déjà payé durant la campagne. Donc faites bien attention, ces 120 € par exemple se transformeront probablement en 145, 150 €. Donc il faut le savoir, ça plus bien évidemment les frais de port qui viendra s'ajouter également. Sachez que vous pouvez également bien entendu faire un pledge groupé, donc réunissez plusieurs amis pour prendre 5, 6, 15, 20 jeux pour ensuite vous les répartir et diminuer ainsi les frais de port individuels. Pour ce qui est des frais de port eux-mêmes, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations puisque vous voyez ici cette petite partie, on nous dit que, et c'est vrai d'ailleurs, les frais de port sont actuellement sujets à fluctuations assez conséquentes. Et du coup, pour l'instant, ils préfèrent pas donner de fourchette de prix un peu hasardeux, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en sera dans 6, 7, 9, 10 mois. Donc pour l'instant, pas de prix vraiment précis. On verra bien dans quelques temps. C'est un petit peu risqué aussi d'avancer un argument de ce type-là, parce que ça permet éventuellement de dire dans 9 mois, bon, bah, ce sera 50 €, et du coup, ce sera trop tard pour faire marche arrière, même si vous pourrez théoriquement vous faire rembourser dans le cas échéant. Je doute très fortement que ce soit le genre de choses qu'il prévoit, mais bon, sait-on jamais. Donc bon, au moins faites attention, gardez ça dans un coin de votre tête. Donc voilà pour Fractal Beyond the Void. Alors, je disais tout à l'heure, et je le disais déjà plusieurs fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos précédentes, je suis assez peu attiré par les 4X, mais pour autant, si je devais en tester un, ce serait certainement Fractal, parce que justement c'est une expérience assez courte. Les 4X me font en partie peur parce que c'est long et que en plus de ça, le thème en plus de ça, le thème ne m'attire pas outre mesure, donc j'ai pas spécialement envie de passer 4, 5, 6 heures sur un jeu dont le thème ne me dit rien. Donc Fractal, de ce point de vue-là, est un petit peu moins demandeur en termes d'implication du joueur quand il n'est pas hyper intéressé par le jeu à l'origine. Et au-delà de ça, je trouve que visuellement, il a une identité qui lui est propre et qui m'attire bien plus que les autres 4X. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, ça ressemble à beaucoup d'autres 4X, mais je ne sais pas, quelque chose, un petit truc sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt et qui me plaît beaucoup plus. J'avoue que c'est très très bête comme explication, c'est même pas une explication d'ailleurs, mais la faction principale que l'on voit voilà, ici, les Delverar, je trouve l'illustration tellement belle en fait que rien que ça me donne envie d'essayer. C'est une raison un peu stupide, mais je fais partie de ces joueurs pour lesquels le visuel est un, comment dirais-je, c'est le pied qui bloque la porte, quoi, en fait, si vous voulez. C'est l'élément qui me permet d'entrer dans un jeu ou qui permet, au contraire, s'il ne me plaît pas, de fermer la porte complètement et de me désintéresser du jeu. Donc là, visuellement, ça m'intrigue quand même pas mal et j'aimerais bien l'essayer à voir. Et j'aimerais bien l'essayer. Mais du coup, de là à baquer, c'est un 4X, donc non, quand même pas. Mais je sais que mon partenaire Xavier, lui, pourrait potentiellement baquer, on verra bien. Et si c'est le cas, je serais plus tenté que de jouer à Eclipse, parce que j'ai un peu peur de me mettre sur un jeu que j'ai peur de ne pas apprécier pour 4-5 heures. Mais bon, j'essaierai quand même. En tout cas, c'est tout pour Fractal Beyond the Void. Il vous reste 17 jours dans cette campagne et on est désormais 2086 contributeurs. On continue avec Don't Go In There. Don't Go In There qui, comme vous le voyez, bon, vous pouvez en tout cas l'imaginer, il s'agit d'une atmosphère de maison hantée, un peu délabrée, et cette maison, cette boîte qui représente une maison, va également servir de tour à dés, des dés qui seront d'ailleurs phosphorescents. Donc là, déjà, on a plusieurs éléments assez sympas. La boîte qui sert comme élément de jeu, déjà pas mal pensé, et puis les petits dés phosphorescents, l'atmosphère un petit peu lugubre, ça a l'air assez sympa. Et la boîte qui a une utilité dans le jeu, la boîte qui est utilisée différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est un truc qui les connaît chez Road to Infamy parce que, bah, vous les connaissez peut-être, c'est également eux qui sont derrière Canvas. Canvas qui avait une boîte de jeu qu'on pouvait accrocher à la façon d'un tableau sur un mur avec un clou par exemple. Il faut dire que la boîte était particulièrement, enfin, s'y prêtait vraiment. On avait une très très jolie boîte. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Canvas, je vais vous le montrer rapidement. Il a fait 2 très jolis succès consécutifs. Voilà, vous les voyez ici sur Kickstarter. 16 000 contributeurs pour la campagne de base, presque le même chiffre pour la réimpression plus son extension. Les 2 fois, j'ai longuement hésité et les 2 fois, je me suis retenu et je me demande encore comment j'ai fait parce que j'ai vraiment très très envie d'essayer Canvas. Je sais que Xavier n'était pas chaud du tout, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à me retenir, mais à chaque fois que je vois ce jeu, je me dis putain, qu'est-ce que j'aimerais bien l'essayer quand même. Bref.
En tout cas, ce sont les mêmes auteurs et la même équipe derrière Don't Go In There. Donc ce petit jeu qui vous propose d'aller, bien entendu, euh, entrer dans une maison hantée alors que vous ne devriez clairement pas y aller, bien évidemment. C'est un petit jeu pour 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, donc relativement familial, relativement accessible, et pour environ des parties de 30 minutes, donc assez rejouable, hein, enfin, avec un petit goût de reviens-y. On peut en faire 2-3 parties d'affilée, c'est plutôt sympa de ce point de vue-là. Et donc, vous allez incarner une bande de jeunes enfants qui vont s'aventurer un petit peu trop loin dans une maison hantée. Vous savez pertinemment qu'il ne faut rien toucher, qu'il ne faut rien emporter, mais comme tout protagoniste de ce type d'histoire, en fait, d'aventure, d'histoire d'horreur, eh bien, la curiosité prend le dessus sur vous et vous allez bien entendu toucher quelque chose, prendre quelque chose qui va réveiller une présence malfaisante et malveillante dans la maison. Et donc, vous devrez vous séparer de toutes les malédictions qui s'abattront sur vous ou perdre toute raison et très mal finir votre aventure, bien évidemment. Et vous le voyez ici avec le petit gif hein, qui tourne depuis le début de ce petit passage. La maison sera donc utilisée comme une tour de dés avec ces petits dés phosphorescents du plus bel effet qui vous détermineront d'ailleurs le nombre de malédictions que vous irez prendre, par exemple, entre autres. C'est un jeu très rapide à apprendre, avec également 30 minutes de jeu uniquement, avec du push your luck, donc cette mécanisme de pousser sa chance. Hein, il va falloir prendre une carte, est-ce que j'en prends une deuxième, est-ce que j'en prends encore une troisième au risque de tout perdre? Vous voyez un petit peu le genre. Vous allez devoir en fait décider à quel point il est risqué de vous aventurer encore plus profondément dans cette maison ou de faire un petit peu marche arrière. Mais attention, toutes les cartes que vous pourrez être amené à prendre sont maudites et donc, il faudra avoir le moins de malédictions possible, puisqu'à la fin, si vous avez le plus de malédictions, vous allez perdre automatiquement. Le jeu, comme vous le voyez ici, se compose d'une boîte vraiment bien pensée en termes de rangement et d'utilisation, hein, puisqu'elle se compose de tout un tas de cartes, de meeples, mais également de dés. Il y aura environ 100 cartes et 3 mini-plateaux que vous avez déjà vus ici. Alors, on passe directement au niveau de pledge pour 25 $, très abordable. Un Canvas était déjà relativement abordable pour le type de jeu dont il s'agissait. Don't Go In There reprend la torche, 25 $, c'est vraiment abordable. C'est l'édition retail, hein, ce n'est pas une version deluxe, mais comme vous le pouvez voir, c'est déjà du très beau matériel. Hein, les dés vraiment customisés, qui plus est phosphorescents. Les meeples qui sont presque tous, j'ai l'impression, uniques, peut-être même tous uniques. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment pas très cher. Hein. Vous savez que en général, les meeples sont rarement uniques parce que ça rajoute un coût de production, bien évidemment. Là, ils le sont, donc c'est plutôt agréable de ce point de vue-là. Donc, on aura la boîte, bien évidemment, la rampe de dés qui sera incluse dans la boîte, bien évidemment, les 5 dés phosphorescents, plus de 100 cartes, 3 petits plateaux de pièces que j'ai montré un peu plus tôt, 20 meeples customisés, 28 tokens de fantômes et bien sûr le livret de règles. Vous voyez ici différents objets, également un chat, que vous pourrez prendre et qui contiendront donc des malédictions qui viendront vous pourrir. Voilà les 3 pièces que vous pourrez visiter, le grenier, le couloir et puis le sous-sol. Vous pourrez également prendre la version limitée, la version un peu deluxifiée, qui n'est pas tellement plus chère, puisqu'il vous suffira d'ajouter 10 $ à votre pledge, 25 jusqu'à 35 $, qui contient la même chose que le jeu de base, mais au lieu de 16 cartes de malédiction, vous en aurez 32, donc le double, donc encore plus de rejouabilité, bien entendu. Et puis également 4 nouveaux types de cartes malédiction au lieu de 2. Donc encore plus de variabilité et donc de rejouabilité, avec certaines cartes qui seront révélées au fur et à mesure de la campagne. Donc par exemple, une sera révélée aujourd'hui, une le 12 octobre, une le 15 octobre. Les stretch goals, on en a déjà quelques-uns, de nouvelles cartes, essentiellement de malédiction, bien évidemment. C'est quand même le mécanisme de base du jeu. Voilà, on voit quelques petites, comment dirais-je, références. Là, je pense qu'on est sur le film de Kubrick, dont j'ai évidemment perdu le mot, parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de chercher un truc, je ne le trouve pas, bien évidemment, je l'ai oublié. Quel était ce film de Kubrick? Shining, bien sûr, Shining. Bon, là, il n'y a pas les jumelles, mais ça rappelle une des 2 jumelles de Shining, hein, très clairement. Donc, on vous dit ici que vous allez jouer avec une combinaison de 6 cartes de malédiction, que vous allez vous aventurer toujours plus profondément ou non. Hein, c'est encore une fois le mécanisme de push your luck. Est-ce que j'y vais de plus en plus ou est-ce que je reste dans une zone relativement safe? Et plus vous irez loin, plus vous aurez des risques d'accumuler des malédictions, bien évidemment.
Les malédictions sont vraiment pas bonnes pour vous, mais vous aurez également des moyens de vous en débarrasser. Vous pourrez également récolter des petits tokens de fantômes, parmi ceux donc, que je vous ai montré tout à l'heure. En avoir quelques-uns, c'est pas vraiment un problème, mais si vous terminez avec le plus de fantômes parmi les joueurs autour de la table, vous aurez un tas de malédictions supplémentaires. Et puis, bien évidemment, à la fin de la partie, celui qui est le moins maudit de la tablée remportera la partie. Vous pourrez d'ores et déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator, donc il est disponible, sachant que malheureusement, le jeu n'est pour l'instant pas disponible en français. C'était déjà le cas pour Canvas qui, à l'origine, n'était pas disponible en version française, mais qui a eu droit ensuite à sa traduction. Je ne sais plus si elle est déjà disponible ou non, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, j'imagine que si vous êtes un petit peu allergique à l'anglais, Don't Go In There devrait avoir sa version française, mais quand ça là-dessus, pour l'instant, je ne pourrais pas vous le dire. Passons maintenant au frais de port. Alors, les frais de port pour le Canada et pour l'Union européenne, c'est la même chose. On est sur du 13 $. Bon, c'est relativement abordable. C'est pas spécialement vraiment bon marché compte tenu du prix du jeu de base, parce que c'est à peu près la moitié du jeu de base. Ça pourrait être encore un petit peu plus bas, mais c'est pas non plus choquant outre mesure. C'est pareil d'ailleurs pour le Japon, Rest of Asia 13 $ également. Et puis, ma foi, je pense que c'est à peu près tout. J'ai pas vu de mention de la Suisse, parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Est-ce que c'est donc 25 $? Là-dessus, je ne saurais pas vous dire. La TVA, quant à elle, sera ajoutée dans le Pledge Manager, comme c'est un petit peu la norme depuis quelques temps. Vous aurez également le petit tableau qui reprendra un petit peu tous les taux de TVA de par le monde. Mais je pense que si vous vivez dans un pays, normalement, vous connaissez la TVA qui s'y applique. Hein, donc, ça va être 19-20% en France, très certainement. Et voilà, c'est à peu près tout pour Don't Go In There, un petit jeu relativement accessible et familial, avec des parties relativement courtes, mais ça a l'air d'être assez fun, avec ce petit mécanisme de pousser sa chance, donc de prise de risque, qui est toujours assez agréable également. Donc je pense que ça reste un jeu familial, accessible, mais qui peut être assez fun. On continue avec Roll Camera, avec son reprint, donc sa réimpression, mais également une nouvelle extension. Hein, ce jeu dans lequel vous allez bien entendu faire des films. Et si on pourrait penser qu'un jeu qui a pour thème le fait de créer des films attire assez peu de personnes, eh bien on se tromperait, puisque le jeu a déjà réuni 1822 contributeurs pour cette réimpression slash extension à 19 jours de la fin de la campagne. C'est plutôt un très joli résultat, ce qui m'a amené à le pousser de la catégorie mention honorable à gros projet de la semaine, parce que mine de rien, il est assez populaire, ce jeu qui nous vient d'Allemagne, et plus précisément de Keen Bean Studio, voilà, c'est ça. Et c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez être amené à créer un film, bien entendu, un film aussi bon que possible ou au contraire aussi mauvais que possible, parce qu'on sait très bien que les nanars, plus c'est mauvais, plus c'est bon. Ou plutôt meilleur c'est, devrais-je plutôt dire, si je respectais la grammaire française un petit peu plus. Alors, donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, vous pourrez donc y jouer en solo pour 45 à 90 minutes, 10 ans et plus, jeu coopératif comme c'est mentionné ici, avec une boîte et un rangement assez sympa, parce que vous pouvez le voir, la boîte est un clap, avec une ouverture en format clap, donc ça c'est assez original, on n'a pas beaucoup de boîtes de jeux qui proposent ce mécanisme, ce qui se comprend parce que ça n'a pas un grand intérêt en soi, et puis également le rangement à l'intérieur qui reprend le style d'une bobine cinéma, donc ça c'est aussi assez sympatoche. Le plateau, quant à lui, bon, vous voyez, c'est une table de direction artistique, c'est pas fantasmagorique, ça fait le job, c'est pas magnifique à regarder, mais bon, c'est pas mal. Vous pouvez déjà voir aussi qu'il y a un petit aspect puzzle qui reviendra beaucoup dans le jeu. Et d'ailleurs, on va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit par la suite. Hein. Et ici, vous avez le matériel pour la nouvelle extension de B-Movie Expansion, avec tout un tas de nouvelles cartes et donc de nouveaux puzzles. C'est un jeu pour vous si vous aimez le jeu en équipe, si vous aimez les puzzles, si vous aimez également le storytelling. Là, ça peut être un peu chiant pour certains. Je sais que moi, j'aime beaucoup le storytelling en tant que tel, mais pas si c'est moi qui dois le faire, en gros. J'aime bien en fait tout ce qui est lore, tout ce qui est univers derrière le jeu, hein, ce qui peut le rendre beaucoup plus immersif ou au contraire beaucoup moins immersif pour moi. Mais si c'est à moi de faire la narration, je suis assez peu convaincant, donc assez peu convaincu par ce terme de mécanisme, par ce type de mécanisme, mais je demande à voir, parce qu'il paraît que de ce point de vue-là, Roll Camera est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Si vous aimez également les jeux de cartes, la résolution de problèmes, et puis également les personnages en forme de haricots, puisque c'est un peu comment dirais-je, une signature en gros de cette boîte d'édition King Bean. Hein. Bean, c'est donc les haricots. Donc les personnages reprennent l'allure des haricots.
Alors, comment jouer justement? Donc, on vous le disait tout à l'heure, c'est un jeu de coopération dans lequel vous allez lancer des dés, devrais-je plutôt dire, et leur assigner une position sur la carte qui sera au centre de la table. À partir de là, vous devrez faire des shoots, donc tourner des scènes en accord avec le script, puisqu'en fait, chaque carte de script aura des dés et des figures proposées que vous devrez respecter pour pouvoir les faire. Ensuite, vous allez ajouter cette scène à votre, comment dirais-je, à votre montage. Vous pourrez ensuite diminuer, augmenter la qualité en déplaçant un token sur cette piste pour en faire un super film, ou au contraire, un film tellement mauvais qu'il en devient bon. Petit bonjour à notre ami Fabien qui joue souvent avec nous, s'il regarde la vidéo, ce dont je doute, mais bon, sait-on jamais, après tout. Ensuite, attention, vous pourrez également utiliser votre budget, mais chaque chose coûte de l'argent, donc faites attention à ça également. Bien entendu, des problèmes vont vous arriver, vont venir vous mettre des bâtons dans les roues, mais il vous faudra donc comment dire, travailler ensemble, en équipe, pour pouvoir trouver des idées et trouver des solutions à ces problèmes. Vous pourrez également utiliser quelques capacités spéciales de votre personnage, que vous l'avez vu peut-être un petit peu au début ici. Chaque chaque joueur va recevoir un personnage avec des capacités spéciales. Voilà, et une fois que vous aurez shooté, que vous aurez tourné 5 scènes à temps, dans les temps, et en ayant respecté le budget, eh bien, vous l'emporterez. Et puis bon, vous pourrez vous faire une histoire également, hein. Ici, par exemple, Once upon a time, because of that, but because of that, until finally. Donc, en fait, c'est l'histoire qui va se dérouler sous vos yeux. Vous pourrez imaginer une histoire ensemble. Il était une fois un coup de poing dans la tronche, il a pleuré, mais il a trouvé un jeu qui s'appelle Roll Camera, il a vraiment beaucoup aimé ça, et puis il s'est rabiboché avec ses copains qui ont arrêté de lui foutre des coups de poing dans la tronche. Voilà. Je vous avais dit que je ne suis pas très bon en narration, hein. Bon, en même temps, c'est une improvisation sur 5 secondes, hein. Et donc voilà, vous pourrez vous faire votre propre narration à partir des différentes scènes que vous aurez pu tourner. Bon, après, ça reste facultatif, donc bon, ce petit mécanisme de création d'histoire ensemble, vous pourrez vous en passer si vous vous contentez éventuellement des mécanismes uniquement. Même si j'imagine que ça rajoute quand même un degré immersif supplémentaire. On passe le commentaire de Rado qui est toujours ravi de tout ce qu'il teste. Ok, vous voyez ici d'autres vidéastes, Quackalope, celui-là je ne le connais pas. Ah bah c'est King Bean Studio, c'est l'auteur lui-même qui présente son jeu. Bon, évidemment pas de vidéo en français parce que le jeu n'est pas disponible en français, mais ça fait partie des jeux que j'aimerais bien essayer un jour malgré tout. Voilà, vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator, il est déjà disponible. Ça peut être l'occasion de le tester avant de prendre la décision de le prendre ou pas. Voilà un petit peu le contenu de la boîte, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, avec le rangement Game Trays, hein. Un insert Game Tray, c'est toujours agréable, d'autant plus quand il est thématique, ce qui est le cas ici. On passe un petit peu sur le reste du matériel qu'on a déjà un petit peu vu tout à l'heure, pour passer directement au prix et aux frais de port également. Alors voilà les niveaux de pledge, justement. Si vous voulez uniquement l'extension B-Movie parce que vous avez déjà le jeu de base, eh bien ce sera 30 $. Si au contraire, l'extension ne vous intéresse pas outre mesure, mais que vous êtes tenté par le jeu de base, ce sera 50 $. Et puis finalement, si vous voulez l'ensemble, le jeu de base plus l'extension B-Movie, ce sera 79 $. Voilà. Donc pour une copie de l'extension et de son jeu de base, plus bien sûr tous les stretch goals qui vont avec. Sachant que si vous réussissez à grouper votre pledge avec quelques amis, eh bien, chaque copie supplémentaire du jeu sera ajoutée sans frais de port supplémentaires. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Également, vous aurez la possibilité, l'opportunité d'aller prendre des add-ons, à savoir par exemple des dés en métal. Toujours classe les dés en métal. Bon, après, est-ce bien nécessaire pour un jeu de ce type? J'ai envie de dire non. Mais j'ai aussi envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment des jeux où des dés en métal s'imposent? Et là aussi, j'ai envie de dire non. D'un autre côté, c'est vrai que c'est quand même vachement classe. Ça dépend des jeux. En fait, récemment, je m'étais posé la question pour Hoplomachus de nos amis de chez Chip Theory Games, à qui on devait notamment Cloudspire, par exemple. Là, oui, c'est des jeux pour lesquels les dés en métal, ça donne vraiment envie. C'est des gros jeux bien méchants. Mais pour un petit jeu comme Roll Camera, je ne suis pas sûr que ça vaille tellement la peine. Ceci dit, 11 $, c'est pas très très cher pour des dés en métal. Donc pourquoi pas après tout. Ensuite, vous pourrez prendre aussi Itchy Feet, qui est un autre jeu de la même boîte d'édition, mais bon, c'est peut-être un peu moins intéressant. Vous pourrez prendre également le rangement de l'insert de Game Trace pour 7 $, si vous ne l'avez pas encore.
Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, ajouter une copie du jeu ou de son extension ou les deux pour 0 $ de frais de port supplémentaires. Donc, l'occasion de faire des pledges groupés en gros. Attention, le shipping sera imposé, enfin sera payé après la campagne, bon, comme de toute façon quasiment toutes les campagnes hein, dans ce genre de situation. La TVA, elle, sera incluse dans le Pledge Manager, donc, comme à l'accoutumée ces derniers temps. Pour ce qui est du shipping, pour l'instant, on n'a pas d'informations, ou alors il faut peut-être cliquer dessus pour en savoir plus. Oui, c'est le cas. D'accord, donc il faut cliquer sur le lien pour avoir droit à un joli document Excel, sachant qu'ils prennent une partie du frais de port sur eux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Apparemment, ils prennent 5 $ pour leurs pommes sur les frais de port. Donc ça, c'est plutôt sympa de leur part, même si c'était peut-être pas vraiment le cas. Peut-être que c'est juste une façon de tourner les choses pour donner un a priori positif. C'est possible aussi, mais bon, j'aurais tendance à leur faire confiance de base, parce que je suis comme ça, mais voilà, on s'en fout. La France, on est sur du 14 $. Donc 14 $ au lieu de 18. Tiens, la France serait-elle le seul pays? Non, c'est pas le seul pays. C'est en fait toute l'UE, apparemment, c'est moins 4 au lieu de moins 5 $. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc 14 $ de frais de port pour la France. Si vous êtes en Belgique, c'est 11, donc moins 5. Ah, bah, ça dépend des pays quand même, c'est moins 5 ou moins 4. Donc c'est un petit peu moins cher pour la Belgique. Pour le Canada, c'est 14, donc même chose que pour la France. Par curiosité, pour le Japon, c'est 18. Bon, d'accord. Ok. Donc voilà pour ce qui est des frais de port de Roll Camera. Le jeu étant disponible en espagnol et en allemand, mais pas encore en français. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Roll Camera, Reprint and Expansion. On continue avec Mythwind, qui faisait partie de mon top 7 des jeux les plus attendus lorsque j'ai publié la vidéo sur les plus gros projets de la fin d'année, publiée en septembre, donc il y a un mois et demi maintenant. Et puis qui, entre-temps, a plus ou moins perdu sa place. Ça fait 2-3 semaines qu'en fait, quand on commençait à en apprendre un petit peu plus véritablement sur le jeu, bah, il a progressivement chuté dans mes attentes. Et pour finalement n'être un jeu qui reste intriguant, qui reste très très joli visuellement parlant, mais qui m'attire plus tellement en fait. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas envie de l'essayer. J'ai très envie de l'essayer par curiosité parce que c'est vraiment un ovni ludique. Donc qui dit ovni ludique dit forcément envie de l'essayer malgré tout. Il est vraiment unique visuellement parlant et puis en termes de mécanisme également, et puis également en termes de, comment dire, de parti pris, comment dirais-je, de parti pris mécanique et en termes d'objectifs en fait, simplement d'objectifs de jeu. Parce que c'est un jeu qui n'a pas véritablement de fin et qui n'a pas véritablement de victoire ni de défaite. Vous allez simplement essayer de cultiver votre jardin, en gros. En fait, c'est un jeu de coopération dans lequel vous êtes un pionnier dans un territoire de fantaisie que vous venez de découvrir et vous allez petit à petit essayer de développer ce nouveau territoire pour le faire vôtre, en développant notamment votre jardin, mais pas uniquement, hein, bien entendu. Donc c'est visuellement très très joli, il y aura plein de petites miniatures magnifiques qui n'auront pas forcément un grand intérêt d'ailleurs, mais ça on verra plus tard. Le jeu a pour l'instant une très belle réception, c'était prévisible, il était quand même très attendu, et les miniatures, l'univers visuel est tellement beau qu'on savait que, en plus de ce côté très très unique de gameplay, il allait attirer les foules, c'est le cas, 7000 contributeurs déjà, et il reste plus de 3 semaines de campagne, donc on va faire un très très joli score, on est déjà à 810 000 $ canadiens, pas américains, mais même en dollars américains, je pense qu'on va dépasser largement le million à la fin de la campagne, c'est sûr. Donc, c'est un projet qui nous vient de Brandon McCaskill, qui est donc, oui, le game designer de Home Games. Home Games, à qui l'on doit déjà plusieurs projets sur Kickstarter, à savoir Last One Standing, qui est un Battle Royale, qui a attiré 500 contributeurs, donc c'était un petit début. Mais plus connu, c'est Starlight, qui avait une version française d'ailleurs, et qui avait attiré 7500 contributeurs, ce qui est pas rien du tout, hein. Et donc, ils nous reviennent avec Mythwind, qui va très facilement dépasser Starlight, donc Home Games, qui est sur une très bonne lancée dernièrement. Après, c'est très très différent de leur jeu précédent, comme vous pouvez l'imaginer, hein. Le Early Bird sera déjà fini au moment où vous verrez cette vidéo, donc malheureusement trop tard. Tant pis pour vous si vous n'y êtes pas encore. Donc Mythwind, c'est un jeu asymétrique, j'aurais dû le dire d'ailleurs pour commencer,
coopératif, mais dans lequel vous pourrez jouer en solo sans aucun problème, mais pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes à 100 ans, le jeu n'ayant pas véritablement de fin et ayant un système de sauvegarde très efficace, vous pourrez jouer plus ou moins ad vitam aeternam. Pour ceux d'entre vous qui joueraient éventuellement à des jeux vidéo, sachez qu'on peut faire une comparaison assez évidente avec Stardew Valley, sur lequel je sais que Xavier a passé des centaines, si ce n'est peut-être même des milliers d'heures. Donc, ce serait peut-être plus un jeu pour lui que pour moi. Donc, un jeu coop pour 14 ans et plus. Le pledge de base est à 85 $ américains ou 105 $ canadiens. Vous avez déjà un petit aperçu du plateau central et de ses illustrations magnifiques, mais également des différents personnages que vous allez pouvoir incarner. Ici, vous en voyez 4 avec le crafter, le merchant, donc le marchand, le woodsman, donc une sorte de bûcheron ébéniste, et le farmer, donc le fermier, quoi, en gros, l'agriculteur. Et ces 4 personnages, plus les autres éventuellement qui pourront s'ajouter à la suite, auront un gameplay spécifique et asymétrique. Chacun de ces personnages aura donc un style de jeu, un type de gameplay tout à fait différent, même si c'est un jeu coop et que vous pouvez également vous contenter de jouer un seul personnage en solo. C'est possible aussi. Le jeu vous propose un monde persistant avec donc un impact de chacune de vos actions sur le reste de votre partie. Chaque choix est impliquant, est impactant. Donc attention à chacun de vos choix, bien évidemment. Des personnages asymétriques avec un style de jeu tout à fait différent. Il s'agit ici de construire votre, votre village, si on peut dire, de manière coopérative. Et puis, une narration qui vient émerger naturellement de vos choix. Il n'y a pas de texte véritablement qui viendront meubler la partie. C'est vraiment vous qui allez créer votre propre narration, votre propre scénario au fur et à mesure que la partie se déroule. Comme je le disais tout à l'heure, la core box, donc le jeu de base, est à 85 $, donc c'est assez cher, certes, mais il y a du matos, et en plus, chaque personnage s'accompagne de son propre game trace. Vous allez le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, bon, il y a des miniatures, il y a des tuiles partout. Donc, effectivement, 85 $, c'est un petit peu cher, mais ça reste un ordre de grandeur assez normal, je pense, pour un jeu de ce type. Vous voyez ici le crafter, enfin la crafter, je devrais plutôt dire, qui est donc l'un des 4 personnages que vous pourrez incarner avec son style de jeu propre, bien entendu, qui s'accompagnera de sa miniature, le fameux game trace dont je parlais. Il s'agit simplement d'apposer du matériel sur l'insert de game trace pour pouvoir jouer assez rapidement. Et puis après, ça vous permettra également de sauvegarder votre jeu à la fin de votre partie pour le ranger et reprendre aussitôt quand vous le souhaiterez. Il y aura également des enveloppes secrètes, donc un petit côté legacy également. Vous voyez ici, donc, il suffit d'apposer donc, le matériel de votre personnage pour pouvoir jouer. On a également le descriptif du fermier. On passe ensuite au marchand, ou à la marchande plutôt, le woodsman, qui est donc un trappeur plutôt qu'un bûcheron, j'ai l'impression. Ensuite, vous avez le plateau central qui se compose en fait de 2 parties, qui est à double épaisseur comme vous pouvez le voir. On va placer des bâtiments notamment dans ces emplacements vides, des carrières, des scieries, etc. pour développer votre village. Tout un tas de dés pour placer vos dés notamment sur les fiches de personnages que vous voyez ici pour des actions différentes. Ensuite, des petites cartes d'événements, il y en a quand même 160. Des ressources, bien sûr, des tokens de ressources, tout un tas de tuiles qui sont les tuiles que vous allez ajouter dans votre village pour le construire et le développer, mais également des cartes d'aventure, puisque parfois la nature et la faune et la flore feront appel à vous pour les aider. Ensuite, on aura tout un tas de pièces qui seront ici en carton, avec potentiellement, vous l'imaginez, des pièces métal en upgrade ou dans une version deluxe. Ensuite, le game trace pour le matériel du jeu, bien évidemment. Ça se présentera un petit peu comme ceci. C'est quand même vachement agréable quand on a des game trace, il faut bien l'avouer. Ensuite, on a également un pledge supplémentaire qui nous coûtera cette fois-ci 115 $ américains ou 145 $ canadiens pour avoir la core box, donc le jeu de base, plus une extension qui inclut un 5e joueur avec donc un nouveau personnage, bien entendu. Cette extension s'appelle Expanded Horizons, avec un 5e personnage qui n'a pas encore été créé.
En fait, les joueurs vont proposer, vont avoir l'opportunité de participer en fait à la création de ce personnage, euh, en collaboration bien sûr avec l'équipe créative de Home Games, donc avec les designers, avec les artistes, avec les sculpteurs 3D donc, de la miniature. Avec ici, vous avez une timeline. Donc le 6 octobre, on va soumettre tout un tas d'idées pour le rôle de ce personnage. Tout à l'heure, on avait donc euh, comment dirais-je, le fermier, la marchande, etc. Quel rôle on va attribuer à ce nouveau personnage avec un vote le 8 octobre. Donc ça, c'est déjà fini. Les deux premières dates sont déjà passées. Le 15 octobre seront révélés les différents concept art, donc les illustrations soumises à un vote pour que l'on puisse décider lequel nous plaît le plus. Donc ce sera l'illustration choisie par les backers. Et ensuite, le 19, on aura un petit brainstorm, donc un petit échange d'idées sur les différents mécanismes qu'on pourra apposer sur ce personnage. Et puis finalement, le 26 octobre, on révélera finalement ce nouveau personnage totalement avec son personnage, sa miniature peinte, etc. Voilà pour ce qui est de cette extension, avec les composants supplémentaires, de nouveaux événements, de nouvelles cartes d'aventure, etc., etc. Et puis son petit game trace également. Ensuite, vous aurez un pledge supplémentaire à 140 $ américains pour, en plus du jeu de base et de l'extension, avoir également des miniatures. Des miniatures ici qui viennent représenter un petit peu tous les petites créatures magiques qui peuplent la vallée de Mythwind. Pour l'instant, elles n'ont pas encore de fonction véritable dans le jeu, mais ils sont en train de songer à leur appliquer une importance véritable, comment dirais-je, un gameplay approprié pour les miniatures. Pour l'instant, c'est du décor. C'est vrai qu'elles sont magnifiques, elles sont vraiment très très mignonnes. Pour l'instant, elles servent à rien, mais ça va apparemment changer. On aura un golem de bois, on aura un esprit de marécage, un esprit des marécages. On aura ensuite une sorte de petite fée, un fairy. Ensuite, on aura un keeper, donc un protecteur peut-être de la forêt, je ne sais pas trop. Ensuite, un golem de pierre, donc un peu plus classique. Et donc, toutes ces miniatures sont vraiment très très mignonnes, très choupies, ça il faut bien l'avouer. Même si la fairy, donc la fée, a un regard qui me fait flipper un petit peu ma race quand même. Hein. Il fait pas un petit peu peur quand même, cette fée-là? Je sais pas pourquoi je dis il. Elle fait pas un petit peu peur, cette fée, quand même? Bref, vous me direz ce que vous en dites, moi j'en fais des cauchemars. Alors, ensuite, il y aura des add-ons. Les add-ons, le journal, pour sauvegarder, entre guillemets, manuellement votre progression, pour 20 $. Les Metal Coins, je les ai abordés tout à l'heure, hein, j'en parlais, hein, forcément, il y aura, quand vous avez des pièces en carton, forcément, s'il y a une add-on, il y aura des add-ons qui concerneront les pièces en métal, bien évidemment. Ceci dit, pour 25 $, je trouve qu'elles ne sont pas très jolies. Si c'est vraiment le style qu'elles sont censées avoir à terme, bon, je trouve qu'on a des pièces bien plus jolies que ça déjà proposées dans d'autres jeux. Donc, pas convaincu pour l'instant. Les miniatures que je viens d'aborder hein, pour 25 $. Un artbook. C'est vrai que le jeu est magnifiquement illustré, l'univers est très particulier. Donc, bon, si vous êtes fan, pourquoi pas, 20 $. Moi, j'avoue que même si j'apprécie beaucoup certains artbooks, je les prends jamais parce qu'au final, ça prend la poussière, ça reste dans la boîte de jeu, on les regarde une fois ou deux, et puis c'est fini. Donc bon, je m'en passe en général. Un tapis de néoprène pour 25 $, sachant que je ne sais pas encore très bien à quoi il sert, puisque ça ne représente pas, ça ne remplace pas le plateau, le double plateau que vous voyez. Je vais remonter un peu plus haut, même voir très très haut dans la campagne. Le double plateau que vous voyez ici, voilà, en partie seulement. Voilà, le double plateau qui est ici. Ça ne le remplace pas, donc bon, je me dis à quoi ça sert de prendre du coup ce néoprène, ce mat de néoprène, ce tapis de jeu, puisqu'il ne remplace pas le plateau central. Bon, certains d'entre vous auront peut-être la réponse. Moi, pour l'instant, je ne la connais pas. Ensuite, les stretch goals. Pour l'instant, on a débloqué de nouvelles cartes d'aventure au nombre de 10, des nouvelles cartes d'événements, de nouvelles cartes d'objectifs. On a débloqué aussi 2 tuiles de saison, apparemment recto verso, parce que du coup, il y a 4 phases, donc j'imagine qu'elles sont recto verso. Un nouvel artwork de créature qui n'a pas encore été dévoilé officiellement. Une liste de missions, en gros. De nouvelles enveloppes cachetées, mais également des nouvelles cartes de météo, 5 cartes météo, 4 nouvelles tuiles de construction pour votre village, et puis celle-ci n'est pas encore débloquée pour l'instant, et puis d'autres vont venir s'ajouter à cela, bien entendu. Un peu plus bas dans la campagne, vous avez également un petit descriptif de chacun des personnages et son degré de complexité, et ce à quoi il peut être comparé en termes de jeu également. Par exemple, ici, le fermier, je l'ai prononcé n'importe comment, donc disons Mylène,
Je l'ai appelé Mylène. Son objectif est donc de planter et de faire fructifier, bien entendu, son jardin pour ensuite permettre d'upgrader la ferme dans laquelle il évolue pour pouvoir produire plus, bien évidemment, et récupérer les récompenses de sa récolte. Son mécanisme de base, c'est les polyomino. Vous allez ajouter différentes tuiles, des polyomino, quoi, en gros, hein, des polyomino à la façon de Patchwork, de Barren Park ou de My City, par exemple. Et il a un degré de complexité de 2 sur 5, donc c'est certainement un des personnages les plus simples et les plus accessibles pour commencer, j'imagine. Ensuite, vous aurez la crafter, donc l'artisan, on pourra dire, qui aura pour but, bien évidemment, comme tout artisan, de construire des choses, d'améliorer certains établissements, certains bâtiments, pour pouvoir simplement améliorer la condition de vie de l'ensemble des habitants de la vallée, pour pouvoir ensuite vendre des items et en tirer un profit, bien évidemment. Le mécanisme de base, c'est du backbuilding à la façon de Orléans, par exemple, ou encore de Century Spice Road, ou de Century Golem Edition, d'ailleurs, c'est la même chose. Difficulté de 3,5 sur 5, donc un personnage un peu plus complexe. Ensuite, on passe au Woodsman, dont l'objectif est d'aller explorer les régions inconnues de la vallée de Mythwind, d'aller cartographier cette région, et puis également de faire de la chasse, en bon trappeur qu'il est, pour aider la communauté à survivre, en fait, tout simplement. Son mécanisme de base, lui, c'est de la gestion de main, de hand management, donc gestion de main, ce qui ressemble en ça à The Lost Expedition, donc l'excellent petit jeu auquel nous jouons assez souvent, l'Expédition perdue, qui est un jeu de coopération, de survie assez complexe, et ça ressemble également apparemment au jeu de cartes du Seigneur des Anneaux, avec une difficulté assez simple, encore plus simple que le fermier apparemment, avec 1,5 étoile sur 5, assez léger. Encore une fois, un bon personnage pour commencer éventuellement une partie. Et puis on aura donc évidemment la marchande pour terminer, qui aura pour objectif d'aller bien vendre les différents produits du village sur le marché local pour bien évidemment gagner sa vie et aider le village à fructifier, à se développer, bien évidemment. Son mécanisme de base sera le set collection, un peu à la manière de Concordia ou encore de Yokohama ou San Juan. Et là, par contre, c'est le personnage le plus difficile à l'heure actuelle, avec une échelle de 4 sur 5. Et voilà, c'est à peu près tout pour les 4 personnages, le 5e n'étant pas encore révélé pour le moment. Vous pourrez déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator, d'ailleurs certains vidéastes l'ont déjà fait. Là encore, je vous renvoie vers la vidéo de Nyx, par exemple, qui en a fait une vidéo de présentation. Vidéo de présentation que vous pourrez retrouver notamment ici. Donc, faut-il backer Mythwind, mais également la vidéo de Pascal de Haki de Jouer, qui en a fait une vidéo également. Ensuite, passons au shipping. Alors, pour l'Union européenne, la boîte de base est à 25 $. Si vous prenez l'extension également, il vous en coûtera 30 $ supplémentaires pour les frais de port. Et si vous prenez l'ensemble, c'est-à-dire les jeux de base, l'extension, mais également les créatures magiques en termes de miniatures, hein, ce sera 32 $. La TVA est écrite ici, donc vous n'aurez pas de TVA ajoutée dans le Pledge Manager. Ouais. Bon, le jeu coûte assez cher, les frais de port sont assez chers également, mais au moins, vous n'aurez pas de TVA ajouté par-dessus. De ce point de vue-là, c'est plutôt sympatoche, parce qu'au final, si vous prenez le all-in, c'était donc 100... j'ai perdu le prix. C'était donc 145, non 175. Ouais, 175 $ canadiens, hein. Canadiens, soit 120, 130 €, 125 €, je crois. Plus les frais de port, donc 150, 160 $, mais au moins il n'y aura pas de TVA, et la TVA là-dessus aurait fait vraiment mal. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt quand même sympa de leur part. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Mythwind, un jeu très très atypique, vraiment unique dans son genre, avec une vraie patte artistique, une vraie patte visuelle, des mécanismes qui reprennent en fait ceux d'autres jeux bien connus, mais dans une configuration totalement différente. Et de ce point de vue-là, c'est très intriguant, évidemment. Donc après, est-ce que vous en serez ou non? Ça reste un jeu très particulier dans son approche, dans sa réflexion, et un jeu qui n'a pas véritablement de fin, qui n'a pas véritablement de victoire ou de défaite,
Ça peut en repousser pas mal, mais ça peut également en attirer pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. On termine sur Game on Tabletop à nouveau pour une nouvelle version française, à savoir celle de Summoner Wars, la guerre des invocateurs, la guerre des enchanteurs, cette fois-ci en version française par Matago, avec déjà 108 souscripteurs et donc 6 336 € de levée après quelques jours seulement, parce que la campagne a commencé le 6 octobre dernier et qu'elle s'étendra jusqu'au 11 novembre 2021. Alors là, évidemment, c'est encore une version française, cette fois-ci par Matago, non pas par Lucky Duck Games. Donc, je vais évidemment vous laisser découvrir ça par vous-même. Hein. Sachez quand même que Summoner Wars fait partie des jeux très très bien notés sur BGG. Summoner Wars est un jeu qui en est à sa deuxième édition. La première avait des notes acceptables, mais pas fantasmagoriques. Mais c'est surtout sa seconde édition qui est sortie cette année, si je me souviens bien d'ailleurs en anglais, a reçu un accueil vraiment monstrueux. Regardez sur BGG. On est actuellement avec 574 notations et 156 commentaires à une note de 8.6, ce qui est assez énorme. Donc pour l'instant, comme il est assez récent et qu'il y a assez peu de notes au final, même si 574, c'est pas rien, il reste pour l'instant 1630e dans le top de BGG, mais à ce rythme-là, il devrait augmenter très très rapidement et il a des retours vraiment vraiment excellents. Donc, raison de plus pour vous y intéresser. En plus, par Matago, donc généralement, c'est plutôt un gage de qualité, même si, comme toujours, il peut y avoir des coquilles par-ci, par-là. La présentation du jeu, c'est un jeu pour 2 joueurs, avec des parties de 45 minutes, et très accessible, puisqu'il s'agit d'un jeu de 8 ans et plus. Après, bon, on aura toujours les petits retours habituels sur le bandeau latéral des jeux de Matago. C'est vrai que c'est pas très joli, c'est bois bleu, mais bon, c'est leur signe distinctif. On ne peut pas en changer non plus pour ça. Alors, c'est un jeu qui permet aux joueurs de s'affronter avec des factions uniques et de puissants invocateurs, donc un jeu de baston en gros avec différents invocateurs. Les différentes factions qui sont présentées également, hein, le Royaume déchu, l'Avant-Garde, les Givres nains, les Brise-Esprits, les Gobelins des cavernes, les Elfes de la savane, les Elfes du Phénix, les Orques de la toundra, pardon, les Longs manteaux et les Lances-au-ciel, chacune de ces factions ayant un certain degré d'asymétrie dans leur pouvoir et ce qu'ils sont capables de faire. Pour le niveau de pledge, donc le 55 €, on l'a déjà dit, le 19 €, on l'a déjà dit également, mais également le all-in à 75 € qui contient le master set, le starter set, mais également les 2 packs, Lance-Ciel et Long Manteau. Donc c'est une sorte de all-in gameplay. Et finalement, le 50-50, on ne parle pas de qui veut gagner des millions ici, hein, mais simplement du niveau de pledge 50-50 qui vous permet de payer en 2 fois, 38 € durant la campagne et 38 € une fois que votre magasin aura reçu le jeu. Vous irez dans votre magasin pour payer la deuxième partie et remporter le tout chez vous. Donc une façon de soutenir vos magasins. Les frais de port, quant à eux, pour la livraison, alors en France, le Master Set est à 9 €, le Starter Set est à 5 €. Si vous prenez le All-in, c'est aussi 9 €. Donc pourquoi pas, pourquoi se priver? J'arrive pas à parler. Pourquoi se priver? Autant aller sur le All-in, c'est les mêmes frais de port, ou encore mieux, passer par votre magasin pour pouvoir bénéficier du 50-50 et éviter les frais de port. Encore mieux. Et pour le timeline, alors on est 10 novembre pour la fin de la campagne, et puis on a une livraison théoriquement prévue pour mai 2022, donc assez peu de temps de latence, hein, 7 mois d'attente, c'est assez peu. Bon, on a souvent des petits décalages, des petits retards pour les Kickstarter et compagnie, on verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas pour l'instant c'est prévu pour la fin du printemps 2022. Et voilà, c'est à peu près tout pour Summoner Wars. Je vous laisse découvrir un peu plus en détail par vous-même, puisque la campagne est en français. Et vous le voyez, cette semaine encore, pas de coup de cœur. Si j'avais à en choisir un, ça aurait certainement été peut-être Mythwind il y a quelques semaines, mais finalement, je me rends compte que c'est pas vraiment un jeu pour moi. Summoner Wars pourrait être très sympa, mais dans la catégorie, même si c'est pas le même jeu, bien évidemment, mais en termes de confrontation 1 contre 1, Xavier et moi, on est très très fans de Dice Throne. Je pense que ça aurait du mal à lutter dans la même catégorie pour nous. Donc à en choisir un, j'irais peut-être malgré tout voir Fractal, même si, comme je l'ai déjà dit, les 4X, c'est pas trop ma came. Mais si je devais en choisir un, ce serait Fractal, je pense. Mais bon, ceci dit, cette semaine, pas de vrai gros coup de cœur. On verra s'il y en a un la semaine prochaine, peut-être, ou dans 2 semaines, plus certainement. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lâchez votre petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Il y en a de plus en plus chaque semaine, donc c'est vraiment très agréable.
On va très certainement dépasser les 500 vues sur la vidéo de la semaine dernière. Donc, si vous pouvez encore faire mieux, 550, 600 vues sur celle-ci, eh bien, ça nous ravit bien évidemment. Abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas encore le cas. J'espère tous vous retrouver très prochainement, la vidéo de la semaine prochaine d'abord, mais également pour une vidéo la semaine prochaine qui va concerner le jeu Senjutsu, qui arrivera sur Kickstarter le 18 octobre, donc dans 2 semaines, une semaine quand vous verrez la vidéo, j'imagine. Je présenterai en fait les retours que j'ai pu avoir suite à ma partie avec James Faulkner, donc le créateur, enfin le co-créateur du jeu, qui donne plein d'informations sur le jeu. Donc ce sera un peu notre première vidéo pré-campagne. On aura également un peu plus d'informations sur le jeu très prochainement, en plus de cette vidéo. Peut-être également une deuxième vidéo sur le pouce dans les semaines à venir. Et puis, bon, on attend toujours une éventuelle vidéo du sieur Xavier, mais ça ne vient pas pour l'instant parce que le monsieur a du mal avec son matériel. Mais bon, on verra. Merci encore. On se retrouve très prochainement. À la prochaine.